Mon tout petit. C'est le même prix. Prix. Uniprix, monoprix. Qu'est-ce qui te prend? Moi aussi, c'est faire des alexandrins. Du con. Qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Il y a que j'en ai marre. J'en ai marre de la mer, du soleil, du sable, des boîtes, des conserves, de tout. J'en ai marre de toujours porter la même robe. Je veux partir d'ici. Je vais vivre, moi. Qu'est-ce que je fasse? Je sais pas, je vais partir. De toute façon, j'ai jeté de l'argent qui nous restait pour l'hiver. Où ça? Dans la mer, du con! Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui se demande à quoi rêvent les films. Dans cet épisode, je reçois Aurélia Mangin, cinéaste indépendante et fondatrice du festival Même pas peur, célébrant chaque année la diversité et la vitalité du cinéma fantastique à Saint-Philippe, sur l'île de la Réunion. Avec ses films indéniablement bizarroïdes, Fornacis et Scarlet Blue, Aurélia conçoit le 7e art comme un processus de métamorphose constant où le cinéma s'effeuille, pellicule après pellicule, épiderme après écorce, pour creuser jusqu'aux identités enfouies et aux vérités opaques. Il me fallait donc ouvrir mon troisième œil pour adopter une vision surréaliste en invitant la première femme réunionnaise à avoir réalisé un long métrage de fiction et découvrir ou redécouvrir avec elle 3 films fascinants, étranges, inclassables, bizarroïdes. Bonsoir Aurélia. Bonsoir, Jean-Baptiste. Tu as choisi 3 films empreints de surréalisme, de poésie visuelle, qui ont, on va le voir, plus ou moins directement influencé ton travail de réalisatrice. On aura l'occasion de parler de ton nouveau film Scarlet Blue. On va commencer pour une fois, non pas par un long métrage, mais par un court métrage, et pas n'importe quel court métrage, puisqu'il s'agit de Un chien andalou, de Luis Buñuel et Salvador Dali, sorti en 1929. Donc c'est quand même une pièce maîtresse dans la culture surréaliste. On peut même parler d'une sorte de manifeste cinématographique de l'art surréaliste. Est-ce que tu arriverais à nous faire un pitch d'un chien andalou? C'est un peu compliqué. En tout cas, comment tu présenterais ce court-métrage? Eh ben oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, d'abord, pour moi, avant de démarrer, mon histoire d'amour avec un chien andalou, elle me vient de mon père. Mon père me le montre. Mon père était un amoureux du cinéma, un amoureux de Buñuel et de Dali. Mon père était artiste, Vincent Mangin, Le Creux. Et donc, moi, je crois que j'ai vu la première fois un chien andalou, je devais avoir entre 5 et 6 ans peut-être, Ouais. lorsque mon père me l'a montré, et il me l'a montré régulièrement. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai vu à plusieurs reprises, à différents moments de ma vie. Et je me souviens que quand mon père me l'avait montré, il m'avait dit tiens, tu vas regarder ce film et regarde les images, enfin c'est très fort et n'essaie pas de comprendre. Enfin voilà, c'était ça le propos, et ça a toujours été le propos dans les films que j'aime. Et Un chien andalou, il est merveilleux pour ça, parce que c'est un film, je dirais que c'est un voyage. Voilà, moi je dirais que c'est un voyage à l'intérieur de la tête de Dali et de Buñuel, et c'est un rêve éveillé. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un rêve éveillé, empreint de liberté, d'images forte, vraiment extrêmement forte. Je crois que c'est ça qui est le plus marquant. Et c'est, quand tu parles de manifeste, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est vraiment un manifeste pour le cinéma fantastique. Je pense que tu parles de court-métrage, mais j'ai envie de dire que c'est un film en soi, en fait. Il y a des courts-métrages qui ont une telle force et qui disent tellement de choses en seulement 16 minutes que ça devient, en fait, un plaidoyer, et il a ouvert des portes pour je crois, le cinéma fantastique contemporain. Et ce qui m'importe, ce que je trouve magnifique, c'est que c'est un film que tu regardes et que tu peux re-regarder et re-regarder. Je l'ai regardé encore ce week-end là pour préparer l'émission, et j'étais encore marquée par des choses une nouvelle vision. Et je crois que c'est ça qui me plaît. C'est comme ça qu'à chaque fois que tu le regardes, en prenant de l'âge, en fonction de ce que tu vis, de ce que tu traverses, tu le vois différemment. Et ce qui est assez impressionnant, c'est je trouve que c'est un film qui ne vieillit pas. Tu vois, pourtant c'est en noir et blanc, c'est un film muet. Alors, et aujourd'hui, c'est un film aussi qui a énormément de musiciens électro, de musiciens, enfin différents types de musiciens d'ailleurs, qui adorent, tu vois, faire des impros sur ce film. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il porte en lui une modernité qui correspond totalement à notre époque. Donc moi, voilà, c'est ça que je dirais. C'est qu'en fait, alors c'est pas un résumé, mais c'est une invitation à rentrer dans le cerveau de 2 êtres incroyables qui ont mélangé leurs rêves, à savoir Dali et Buñuel, et qui en font 16 minutes d'images chocs à travers lesquelles on passe, et qui parlent aussi d'amour, de poésie, et qui attaquent aussi les valeurs de la bourgeoisie de cette époque-là. Et dans une forme de sensualité où la mort
devient aussi érotique, où l'érotisme est présent et où le rapport entre l'homme et la femme est dangereuse, l'homme est prédateur mais en même temps se fait dévorer. Et il y a l'omniprésence aussi de la mort, de la mort, et d'une façon qui est très forte, parce que c'est un film où tu as envie de fermer les yeux, même encore aujourd'hui quand je regarde, où j'ai peur à des moments, et pourtant on ne montre rien. Et tout est là. Oui, t'as bien résumé le concept, la proposition très forte et même radicale que représente Un chien andalou à son époque, et comme tu le dis encore aujourd'hui, hein, c'est un film qui est assez saisissant par les images qu'il propose. Alors, il y a eu assez peu de films estampillés clairement surréalisme, hein. Ouais. On va dire qu'on a, après cela, L'Âge d'Or, toujours par le même duo, Ah, Buñuel, Dali. j'adore aussi. Un an plus tard, on a L'Âge d'Or. Je mettrais aussi dans le même état d'esprit Le sang d'un poète de Jean Cocteau, qui est sorti en 32, qui est d'une certaine façon un peu dans le même procédé d'images mentales fortes, qui viennent cette fois-ci de l'esprit de Cocteau. Donc on est quand même sur du point de vue graphique quelque chose de différent avec Jean Cocteau, de plus onirique et peut-être parfois d'un peu plus doux Ouais. que les images qu'on a dans ce film, qui préfigurent effectivement d'une certaine façon même le gore, hein, Mais carrément. On est carrément dans le gore, dans la violence. Il y a une forme. Il est très violent en fait, un chien andalou, dans ce ouais, qu'il dit, mais dans ce qu'il exactement. montre aussi. Alors, avant Un chien andalou, cela dit, donc on va dire que le mouvement surréaliste est déjà implanté dans le milieu littéraire depuis une dizaine d'années, on va dire depuis la fin des années 10, au moment où sort Un chien andalou, on a déjà 10 ans de culture littéraire instaurée par Tristan Tzara et par André Breton, et dans lequel vont s'inscrire des artistes effectivement de différents arts, dont Louise Buñuel, donc pour le 7e art, pour le cinéma, et Salvador Dali, qu'on connaît davantage bien sûr pour sa peinture, pour son œuvre picturale. Mais avant ça, faut rappeler que Louise Buñuel a été assistant réal, donc c'est son premier court-métrage. C'est aussi la naissance d'un grand cinéaste, hein, Louise Buñuel, qui après ça va avoir 50 ans de carrière jusqu'à la fin des années 70, jusqu'à L'obscur objet de désir, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Donc c'est aussi, c'est pas simplement le manifeste d'un mouvement artistique, c'est aussi La naissance d'un réalisateur puissant. un réalisateur très important européen, pas seulement à l'échelle française, parce qu'il est espagnol de naissance, Luis Buñuel, et je pense connu mondialement, hein, reconnu mondialement, et qui a ensuite engendré un héritage auprès d'artistes qui s'autorisent la même folie que lui, en fait, hein. Je termine sur le parcours de Luis Buñuel. Il a été l'assistant réel de Jean Epstein sur La chute de la maison Usher un an plus tôt. Je pense que c'est aussi une autre pierre fondatrice du cinéma fantastique. C'est quand même aussi un film important, La chute de la maison Usher, qui était aussi très avant-gardiste dans ce qu'il proposait, hein. Quand on revoit La chute de la maison Usher, je l'ai revu il y a quelques mois, et c'est assez dingue ce qu'il propose en termes de déconstruction du montage, du découpage de l'action, des mouvements de caméra. Il y a vraiment des choses assez dingues et assez novatrices dans La chute de la maison Usher, qui là va davantage jouer sur l'héritage d'une imagerie gothique, on va dire, mais c'est aussi, je pense, une autre pierre fondatrice du cinéma fantastique. Et donc c'est intéressant de voir le parcours de Luis Buñuel, qui a d'une certaine façon emmagasiné cette première expérience de cinéma forte et transgressive par bien des points, et qui va essayer de faire preuve de la même énergie et de la même envie de cinéma pour mettre à l'image ses propres rêves et sa propre folie, d'une certaine façon. Ce qui est fort aussi dans ce film, que je trouve la performance aussi, c'est de faire un film à deux, avec deux personnalités aussi fortes que Dali et Buñuel, et d'avoir réussi, quand on sait comment co-réaliser un film, enfin, je trouve que c'est mission impossible, et d'avoir justement ces deux êtres. Alors oui, ils sont unis par le fait qu'ils ont ce même amour pour le surréalisme, et oui, ils sont espagnols tous les deux, mais enfin quand même, Dali et Buñuel, quoi. Quelle performance! Après, peut-être que l'ego surdimensionné qu'on connaît de Salvador Dali est peut-être arrivé un peu plus tard, et peut-être qu'à l'époque, il est encore jeune, il a une Mais quand même, au niveau des univers, ce que je trouve, c'est que le film marche, et ils ont mélangé leurs rêves, ils ont écrit leurs rêves, ils les ont échangés, ils les ont mélangés, et à la fin, quand tu regardes le film, si on te dit pas, je sais pas, t'es un martien, tu sais pas, on te montre ce film, on te dit pas de qui il est, et que tu le regardes, tu peux penser que c'est une seule personne qui l'a fait. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'il y a une harmonie des choses, et qui est belle, et qui est forte, et c'était rare, et même quand t'es un jeune réalisateur, c'est pas si simple de partager ton univers. J'ai jamais réussi à le faire, et c'est vrai que du coup, je suis admirative aussi de cette chose qu'ils ont réussi à créer avec deux cerveaux, deux corps, deux façons de voir le monde, et à la fin, ils signent un film commun. Et ça, je trouve ça beau aussi. Et on parlait
parlais de la férocité du film, je suis assez Ouais, d'accord. C'est vrai qu'on a un film qui a des images qui sont parfois très choquantes. Il y a beaucoup de motifs oui, visuels qui expriment une certaine violence, qui expriment la mortalité, qui expriment des objets macabres d'une certaine façon. D'un coup, dans une scène où on s'y attend pas, va apparaître une paire de revolvers. On va avoir ouais. cette main coupée. On va avoir les fourmis qui sortent de la main, Fourmis qui qui est... sont sublimes, qui sortent de cette main, effectivement qui évoquent le cadavre, mais qui évoquent finalement plus que ça, quoi. Parce que on a l'impression aussi que ça devient un épicentre du monde et en même temps elles essaient Exactement. de s'échapper. Enfin, effectivement, il y a le langage de la mort qui est omniprésent, mais d'une mort un peu toujours inattendue. Parce que moi, je me souviens qu'enfant, la scène qui m'avait le plus marqué, il y en avait deux, hein, c'est les deux scènes dont on parle tout le temps. C'est finalement cet œil de bœuf là qui est quand même assez dingue. Ouais. Ce montage dingue entre l'œil de la personne et l'œil de bœuf, enfin ça c'est fou. Mais la scène, je sais, qui m'avait le plus marqué, c'était quand même cet homme qui traîne ces deux pianos avec deux ânes morts à l'intérieur. Et je trouvais que cette scène hyper forte parce que c'est aussi, tu sens le climat de la guerre, tu sens le poids du monde, tu sens le poids des Exactement. valeurs bourgeoises, puisque le piano et puis l'âne qui est censé, tu vois, labourer, être dans ce truc du labeur aussi, cette opposition-là, et cet homme qui traîne ça, quoi, qui traîne ça comme le poids du monde ou le poids d'une culpabilité ou je ne sais pas. J'avais même la sensation, là, quand je l'ai revu, plus jeune, d'avoir mémorisé, tu vois, des sonorités, des bruits, des respirations, des choses du film qui n'étaient pas. Et Ouais. ils ont réussi cette puissance de faire un film muet et qui a, finalement, en lui, possède le son. C'est-à-dire que chacun s'invente son propre son et le son, alors qu'il est absent, devient présent. Et ça, je trouve ça très fort, en fait. Ouais. Tellement les images sont fortes, tu te crées ton propre son Ouais. et ta propre mémoire sonore. C'est vrai, d'autant plus que le film a été complètement muet pendant des années, en fait. On a Des années. retrouvé la musique qui avait accompagné les premières projections du film, qui était du Wagner, qui était du... Wagner. Voilà, il y avait du tango argentin aussi, il me semble, à un Ils ont moment. fait une première version. Je crois qu'il y avait un pianiste qui jouait Wagner. Oui, oui, oui. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y avait un moment de tango. Et ensuite, je crois qu'ils ont réussi à refaire une sortie du film avec justement ce son-là. Et là, ce qui était intéressant, c'est que pour préparer l'émission, là, j'ai regardé une nouvelle version, une version avec une musique électro-moderne. Et c'était hyper bien aussi. Ah ouais. Bien sûr, c'était pas du tout la version avec Wagner et tout ça. Et j'avais envie de voir ce que ça donnait avec quelque chose, une relecture comme ça d'un autre traitement en fait, qui n'avait rien à voir et ça marchait toujours. Et c'est hyper intéressant. Je crois que quand un film est bon, voire très bon, parce que là on parle quand même d'un chef-d'œuvre, je crois que tu peux tout y mettre en fait. C'est ça qui est dingue. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur le son par rapport tout simplement au rêve qu'on fait en faisant ce film. On sait pas si on est en train de rêver un film, si on a filmé un rêve. On est un peu dans un état un peu second quand on regarde ce film-là. On n'est pas exactement dans le même état de spectateur qu'on est en regardant un film avec des dialogues vraisemblables et un film qui ressemble au monde tel qu'on le voit aujourd'hui Bien sûr. à notre époque. Surtout maintenant qu'on le regarde. C'est un film qui a donc presque 100 ans. Hein. Je pense que le décalage il est encore un peu plus fou pour nous spectateurs. Le cinéma aujourd'hui est en couleur Bien et sûr. parlant. Les personnages qu'on a en face de nous, ça accentue l'effet fantastique justement, puisqu'on a presque l'impression de voir des êtres, j'exagère à peine, mais des êtres d'une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bien sûr. est-ce que ce sont vraiment des hommes, des femmes? Est-ce que ce sont vraiment des acteurs? Tu vois, on a parfois l'impression d'avoir des fantômes à l'écran. Il y a même un personnage d'ailleurs dont on ne voit pas le visage de face. Tu sais, c'est très perturbant ce personnage qui arrive et qui reste tout le temps de dos. On a vraiment l'impression que les corps sont en constante mutation, sont constamment en train d'apparaître et de disparaître, ne sont pas fixés par la pellicule, comme si c'était un rêve avec des formes un peu flottantes et que le matériel de cinéma, le dispositif du cinéma fait ce qu'il peut pour... Faut essayer de capturer ce rêve, voilà, exactement. mais il n'en dessine que les contours Que les finalement. contours, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand je parlais d'objets un petit peu morbides dans le film et de ce rapport à la mort, c'est pas des visions de la mort inertes. C'est pas, tu vois, c'est pas le Non, ton. la mort, elle est mouvante. La La mort, elle mort, est active. elle est dynamique. Elle est Tu vois. dynamique, elle est en action et elle est progressive. Et c'est ça que Voilà. je crois qui m'a plu parce qu'il y a quelque chose. J'ai perdu mon père il y a 2 ans, le 15 février. Ça faisait 2 ans et 5 mois. Et hier, je regarde un chien andalou et j'ai regardé Pierre le Fou aussi hier. C'était 2 films qu'il adorait. Et c'est vrai que avec ce deuil qui est très fort, que j'ai du mal à faire, que j'arrive pas à traverser ce deuil, donc j'ai l'impression d'être en permanence entre le vivant et la mort depuis ces 2 ans. Et si tu veux, c'est
c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'ai vu une mort mais qui n'était pas finalement dépressive. Je sais pas comment te dire ça. Non, je suis Mais d'accord. j'ai vu une mort qui était quelque part avec quelque chose de l'ordre du vivant, de l'ordre du mouvement. La mort qui avance, qui va vers quelque part et qui n'est pas finalement la fin de quelque chose, mais peut-être le commencement de quelque chose d'abstrait. En fait, ça m'a fait du bien de le voir. C'était la première fois qu'en tout cas je voyais ce film avec un deuil, en n'ayant plus mon papa, vu que c'était un peu notre rituel et quelque chose qu'on aimait vous regarder ensemble. Et c'est vrai que du coup, je l'ai vu comme une petite fille qui n'a plus son père et qui regarde ce film. Et du coup, c'est la première fois que j'ai été autant imprégnée par cette notion de la mort dans le film, alors que pourtant, même enfant, enfin, je voyais bien la mort, mais je ne l'avais pas expérimentée. Et de cette façon-là, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à faire une mort qui n'est pas quelque chose de triste, bizarrement, qui est juste dans une porte ouverte pour l'étrange et le surnaturel. Voilà. Et ça m'a plu. On peut la craindre, tu vois, il y a des moments qui Oui, sont un peu parfois elle est menaçante, mais menaçants, angoissants, parfois séduisantes, et comme tu dis, elle est attirante aussi. Elle est elle est attirante. attirante, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attrait, de la contemplation, et ça fait du bien. Pourtant, la violence est là, mais la mort est violente de toute façon. Mais il la traite, la violence, en fait. Ce que j'aime, c'est que la violence, là aussi encore, est en mouvement. La mort est en mouvement. Quand il tire justement ces deux pianos qui avancent, les fourmis qui sont dans une main, donc la main elle est morte, mais elle n'est pas inerte puisque tu as la vie à l'intérieur avec les fourmis. T'as vraiment cette notion en permanence de la fuite de cette jeune femme qui finalement, elle provoque aussi cet homme prédateur. Donc tu vois, il y a toute cette histoire là qui fait que il y a quelque chose bizarrement aujourd'hui quand je regarde aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que les films quand on les aime, on les emmène avec nous. Et si tu veux, là c'était assez intéressant parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre dans ce film que j'ai trouvé rassurant et que quand j'étais plus jeune, je ne le trouvais pas rassurant. Tu parlais de la modernité du film, bien évidemment. D'ailleurs, les propos qu'on tient prouvent quand même quelque chose de très moderne, un regard très moderne justement sur la violence, sur la mort, sur comment dire l'attirance aussi, les rapports de séduction, d'amour et aussi plus largement de pulsionnel. Il y a quelque chose de très pulsionnel dans ce film. Et c'est intéressant la fin du film avec ce couple qui s'en va sur la plage. Sur la plage. Presque une, justement, je parle de photoroman, mais on est dans la piande, hein. On est complètement. Ce qui est très moderne dans le film, c'est que ça ne s'arrête pas à ce plan où ils s'en vont. Ça se poursuit sur un ton très étrange, sur un ton un peu doux, amer, mélancolique. Ils continuent à marcher sur la plage. On a l'impression que le temps s'est gâté. Et les cailloux, parce que la Voilà. femme même, elle est quand même. T'as l'impression qu'elle avance, elle a ce mec, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du purgatoire, parce que Exactement. en fait, on sent le déséquilibre. Moi, j'ai été vraiment marquée par la femme qui a du mal à avancer, Ouais. malgré cette espèce de grand mec à côté qui sent, qui la tient, et on sent cette espèce d'amour entre eux, mais en même temps, elle a du mal à avancer. Et il la fait avancer, mais elle a du mal. Ouais. Et cette longue marche où elle titube à moitié, où on ne sait pas, on peut se demander, surtout aujourd'hui, avec notre regard aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de la femme qui est droguée. J'ai ressenti cette histoire-là, tu vois, de la femme sous emprise quand même, tu vois, qui avance, mais elle est très malaisante, je trouve, cette fin. Moi, je me suis sentie mal à l'aise en la regardant, en me disant, mais c'est dingue, parce que ça aussi, tu vois, plus jeune, je l'avais pas ressenti. Et là, aujourd'hui, avec le regard, avec aussi mon travail, ma façon de regarder le cinéma qui est plus le même, parce que je suis devenue réalisatrice entre-temps. Et du coup, de voir cette fin avec cette femme qui peine tellement sur cette longue avancée, au bout d'un moment, t'as envie même qu'il arrête le plan. T'as envie que ça s'arrête, ce plan, Exactement. parce que tu es dans cette marche, et qui d'ailleurs m'a rappelé, qui m'a fait penser à la marche qu'il y a dans la fin de mon premier long métrage Fantastis, où la femme marche, c'est le dernier plan du film, elle marche sur des dunes de sable, pieds nus, c'est abrasif, elle est recouverte, elle a une transformation, donc elle est devenue une femme organique, une femme faite de sable. Le personnage avance comme ça, le maquillage était très long, il était très lourd, il y avait des prothèses de sable, enfin c'était compliqué. Ouais. Et du coup, cette longue marche qui peine, et elle traverse comme ça une longue dune de sable, et le plan ne s'arrête pas. Et j'ai ressenti cette même douleur où tu te dis, mais où est-ce qu'elle va finalement? Et est-ce que finalement c'est libérateur cette marche, ou est-ce que finalement c'est annonciateur de quelque chose d'encore plus terrible, genre tu sais, l'œil du cyclone, où tu sens que les vents vont reprendre, quoi. C'est ça, exactement ça. Ouais, au début du plan, on se dit, qu'est-ce que c'est que cet happy end? Et plus la marche continue, et plus tu te dis, oh putain, mais en fait, c'est pas du tout un happy end, en fait. C'est annonciateur de quelque chose de plus terrifiant qui arrive après, et que bien évidemment, on est dans un court-métrage, donc ça s'arrête. Oui, je pense que c'est sur l'évolution du couple,
couple, sur une certaine aliénation, comme tu parlais, une vision de la façon dont on essaie de se convaincre qu'on se dirige vers un bonheur, et en même temps on y sacrifie peut-être une part de son identité, une part de sa liberté potentielle, de son individualité. Tout le long du film, le couple est traité comme une aliénation. Ouais. De toute façon. Il y a cette espèce de dichotomie permanente et d'opposition entre le désir, l'amour et finalement le danger. Je trouve que c'est un film, et ça ne m'étonne pas en même temps quand on connaît ensuite l'œuvre de Buñuel et puis l'œuvre de Dali et leur rapport à la femme quand même. La femme qui pourtant est chassée, donc l'homme est placé comme un prédateur, la femme est encore une fois dans ce film cet obscur objet de désir, et en même temps on a l'impression qu'ils sont terrifiés alors que ce sont eux les prédateurs. Et je trouve que ça c'est intéressant parce que ça dit quelque chose aussi d'à quel point les femmes ont encore aujourd'hui, malheureusement c'est encore là, à quel point on peut impressionner et terrifier les hommes qui nous regardent ou qui nous désirent, alors que finalement ils essaient de capturer. On veut la capturer, on veut la posséder, et pourtant alors qu'elle n'a pas d'armes, à la fin elle est terrifiante. Donc il y a quand même toujours cette allégorie de la sorcière qui est pas loin, et en même temps ce que j'apprécie c'est qu'elle lui fait face en fait. C'est que à la fin elle le pourchasse et elle le tape et elle prend, alors qu'on est quand même en 1929, 1930, et la femme court après le mec, elle s'en défend, elle se laisse pas faire. Donc il y a à la fois cette ambiguïté, mais elle reprend cette espèce de pouvoir qui moi me fait du bien dans ce film et qui fait qu'on n'est pas uniquement dans la femme soumise. La femme est plus complexe que ça dans la tête finalement de Dali et de Buñuel. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant sur la représentation de la femme, c'est ce personnage qui est dans la rue, qui récupère la boîte. Alors il y a aussi là on est proche de Mulholland Drive. Voilà, c'est un de tes films de chevet, Mulholland Drive, mais il y a aussi, je trouve, avec cette boîte qui est fascinante, qui rappelle la Blue Box, la mystérieuse boîte bleue dans Mulholland Drive, espèce d'objet mystique, mystérieux, mystique et très par lequel passe finalement, c'est comme un peu pour moi, c'est la fenêtre d'Alice au pays de merveilles. C'est-à-dire c'est un peu la boîte de Pandore, c'est un peu ce genre de choses, et qu'on se rend compte que dans le cinéma fantastique de plein d'auteurs, il y a toujours des objets fétiches ou des objets. Dans Scarlet Blue, tu sais, c'est l'aquarium, il y a cette espèce de truc qui revient. Enfin, le poisson, il y a toujours des objets. Et je crois que le fantastique est aussi un cinéma de fétichisme. Et je crois, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais dans Un chien andalou, c'est un film aussi fétichiste. Fétichiste, ah oui, clairement. Et ça, c'est important de le dire parce que dans le fétichisme, il n'y a pas que l'érotisme des corps. C'est-à-dire que moi, on m'a souvent dit que mon travail est un travail, que j'étais une réalisatrice du fétichisme à travers les objets. C'est-à-dire, c'est érotiser les objets. C'est leur donner une dimension de Dieu vivant. Il y a quelque chose comme ça, je trouve, dans le cinéma, là, dans Un chien andalou, dans ce cinéma de Buñuel et de Dali. Il y a quelque chose de l'ordre du fétichisme sur les objets, sur les personnages, bien sûr, sur les éléments, sur la nature, quand on voit effectivement, quand il filme les vagues, à la fin, quand les rochers, il y a quelque chose de cet ordre-là et qui est aussi, là encore, cohérent avec l'univers de Dali, qui est un univers de fétichisme pour l'œuf, pour la religion, pour Dieu. Enfin, Un chien andalou s'inscrit totalement dans la continuité d'une œuvre globale de ces deux réalisateurs, et quand on parle de cet obscur objet de désir, c'est aussi un film sur le fétichisme. Donc, du coup, il y a une vraie cohérence, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la jeune femme qui porte cet objet, qui est très androgyne, tu sais, oui, totalement. Elle est jouée par Fano Messan, qui était une figure du Paris des artistes parisiens du quartier de Montparnasse. C'était une sculptrice, une photographe, une modèle. C'était une artiste assez polyvalente qui a traversé le XXe siècle en fait. Et donc là aussi, il y a vraiment une modernité par rapport à la représentation d'un personnage féminin parce qu'elle est très androgyne. C'est ce qu'on appelait une garçonne, hein, donc femme qui adopte des codes vestimentaires. Même dans le maquillage, parce que la façon dont il lui a maquillé les yeux, le regard, il y a quelque chose de l'ordre du vampire. Il y a quelque chose d'inquiétant chez elle. Ouais. Et à la fois d'attirant. C'est vrai que quand on parle de films fondateurs pour le cinéma fantastique, de bornes dans le cinéma fantastique, c'est aussi cette façon de faire circuler ce qui est de l'ordre de la menace, de l'ordre du mystique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un élément porteur clairement identifié de ce qui trouble nos repères de la réalité. C'est dangereux, de ce ça qui circule. On a d'abord ce couple, on regarde par la fenêtre, on descend dans la rue, puis on revient, puis les choses ne
sont plus conformes à leurs apparences premières. Et puis, on a une vision qui est une vision à la Dali, à l'intérieur d'un salon bourgeois. Et puis, on revient vers quelque chose qui va paraître beaucoup plus calme, comme le début de cette fausse happy end sur la plage. Et puis, Ouais. c'est un fluide comme ça, le Et rêve, puis le fantastique. il y a une volonté parce qu'on n'a pas parlé du montage, mais le montage est très moderne, il y a une audace, il y a une énergie aussi dans le montage. Il y a une énergie dans ce que le montage écrit. Ça, c'est intéressant parce que c'est un film qui s'est aussi, on le sent, écrit au montage. Et le montage est absolument puissant. Quand je dis que le film n'a pas vieilli, merci le montage, parce que le montage Ouais. est très audacieux et le montage est percutant. Et je trouve que là aussi, encore une fois, on a les prémices du cinéma fantastique d'aujourd'hui avec ces espèces de flashbacks, avec ces images qui sont presque subliminales, qui apparaissent. On ne sait pas si elles sont réelles, ressenties par le personnage ou imaginaires. On ne sait pas. En permanence, à travers le montage, on perd l'intrigue principale de ce couple pour finalement aller ailleurs et finalement y revenir. Et en ça, je trouve que c'est un film d'une modernité assez incroyable. Je dirais juste que c'est un film qui, moi, m'a permis, je pense, de ne pas avoir peur, que les gens comprennent, en fait. Tu connais cette citation qui est beaucoup ressortie là, le 16 janvier, là, à la mort de David Lynch. Lynch. Alors, je l'ai plus bien en tête, mais en gros, le sens, c'était les gens veulent tout comprendre dans un film alors qu'ils ne comprennent rien à leur propre vie. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que le cinéma n'est pas là pour tout expliquer, il n'est pas là pour tout comprendre, il n'est pas là pour dessiner une cartographie. J'ai l'impression que ce film, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans ce film, c'est qu'il propose un univers riche, un univers dense, des images fortes, et il dit aux gens, mais laissez-vous guider dans ce rêve, laissez-vous guider dans ce voyage, vous aimez, c'est très bien, vous n'aimez pas, c'est pas grave, mais en revanche, ayez la liberté du voyage, ayez la liberté de vous perdre. Et c'est un film, pour moi, c'est une apologie de l'errance dans la tête de la folie d'un homme ou de deux hommes. Et je pense qu'Un chien andalou, c'est un film ambitieux, et pour les deux réalisateurs qui l'ont fait, et pour les gens qui le regardent. Et ça fait du bien. C'est moi, Marianne. T'embrasser, Une histoire. compliqué. J'ai connu des gens J'étais amoureuse. se servir de mon appartement. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. J'ai un frère. Sortir d'un mauvais rêve. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Répondre. Assommer. Discussion. Garage. Pièce. Dans le midi. S'en aller. Pas d'argent. De toute façon, c'était le moment de quitter ce monde dégueulasse et pourri. Nous sortîmes de Paris par une voie unique. Reconnaissant deux des siens, la statue de la liberté nous adressait un salut fraternel. On passe à Pierrot le Fou, un film de Jean-Luc Godard sorti en 1965. J'étais assez étonné que tu proposes un film de Jean-Luc Godard. C'est assez intéressant que tu aies choisi ce film et qu'on reparle de Godard qui nous a quittés il y a quelques années et qu'on replonge dans ses premiers films. Là, on est vraiment dans la première période de Godard. Voilà, Voilà. On a un Jean-Paul Belmondo et une Anna Karina tout jeune dans le film. On a encore une espèce de fraîcheur, de jeunesse dans le cinéma de Jean-Luc Godard qui est très intéressante à redécouvrir aujourd'hui. Est-ce que tu arriverais à faire un pitch de Pierrot le Fou? Là, c'est aussi un petit peu compliqué, même si peut-être il y a davantage de repères dans l'intrigue du film qui nous permettraient de tracer vaguement un récit, une trajectoire pour les personnages tout de même. Moi, j'ai un amour fou pour ce film. Pareil, juste pour le contextualiser, je pense que j'ai dû le voir, je devais avoir entre 8 et 10 ans la première fois que je vois ce film. Je le vois avec mon père et mon frère Pablo, qui est musicien, compositeur et avec qui je travaille sur tous mes films. La première fois que je le vois, je tombe amoureuse, éperdument amoureuse d'Anna Karina, de cette escapade, de ce couple improbable. Je dirais que c'est les prémices du cinéma de Tournai, de Bonnie and Clyde, de Tarantino. Enfin voilà, c'est une histoire d'amour impossible, perdu d'avance, un couple qui s'aime trop et qui ne se comprend pas, un homme et une femme en fuite à bord d'une voiture vintage, la poésie, la littérature qui se mélangent au cinéma, une course-poursuite, un film sur la guerre du Vietnam, la philosophie, les prémices du cinéma qu'on connaîtra plus tard et des prises de position politiques de Godard, une Anna Karina divine, sublime, envoûtante, Belmondo insouciant, Belmondo parachuté dans un univers qu'il ne maîtrise pas, mais dans lequel il s'y sent bien et il se laisse diriger par Godard. Il lâche prise en tout cas. Voilà, la jeunesse, la naïveté,
retrouver aussi la poésie de ce conte noir, de ce road movie envoûtant. Et c'est un film qui me donne à chaque fois envie d'être amoureuse, envie d'aimer et aussi envie de mourir. Donc c'est magnifique. C'est une découverte pour moi, Pierrot le Fou. Ça fait partie des grands classiques du cinéma que je rattrape grâce à ce podcast. Hein. J'ai vécu vraiment une expérience très particulière avec ce film. Et plus j'y repense, plus j'aime ce film en fait. C'est très étonnant parce que on a une image de Jean-Luc Godard, d'un cinéaste très, je suis désolé je vais dire le mot pour briser la glace, très prise de tête. C'est quelqu'un qui est dans une prise de tête constante, qui veut toujours tout décortiquer, qui veut toujours tout analyser et toujours tout contrecarrer d'une certaine façon. Tu vois, retourner la formule de chaque chose, chaque mot, chaque verbe. Il y a tout un travail sur le langage, on va y revenir, mais chaque idée doit être repensée. Il y a rien qui va couler de manière fluide et de manière insouciante chez Godard. On a cette image-là de Jean-Luc Godard, plus en vieillissant, et puis il avait une amertume, et puis il avait de la frustration, et il aurait aimé être un grand écrivain, en tout cas on le pense, ou voilà, il y avait quelque chose de ça, mais ce film, c'est exactement l'inverse de ça. Exactement. Moi, ce que je trouve formidable dans ce film, c'est qu'en fait, j'ai dit formidable, c'est un adjectif de l'époque, on dit plus trop formidable aujourd'hui. Dans ma tête, je me mets dans un mood années 60, je vais pas tarder à dire c'est bat et sans sas, tu vois. On commence avec justement du Velázquez Une lecture de Belmondo dans une baignoire qui lit l'histoire de l'art et qui parle de Velázquez à une petite fille. Déjà, la scène, elle est mythique. Et par-dessus, on a des images de jeunes femmes en train de jouer au tennis. On se dit, oulala, là, on va être dans un objet abstrait, dans un objet réflexif, très poussé. Et le film, en fait, va s'échapper. Donc, c'est une espèce d'échappée belle, en fait, ce film. Hein. Tu parlais de voyage tout à l'heure avec Un chien andalou, et il y a la même énergie et la même invitation au voyage dans Pierrot le Fou. Avec la fureur du voyage. On est sur un film quand même qui est davantage solaire, parce que c'est ça qui est vraiment étonnant dans le film, c'est qu'on va quitter Paris. Il est à Paris, il est dans un milieu très bourgeois, très huppé. Il fréquente des publicitaires, il fréquente des industriels, des patrons d'entreprise, où on sent qu'il se fait chier. Il est désabusé au dernier degré, le personnage, donc qui s'appelle Ferdinand. Ferdinand, ouais, c'est ça. Elle arrête pas de l'appeler Pierrot, mais son identité au début du film, c'est celle de Ferdinand, un type qui s'est marié, qui a fait un mariage d'argent et qui se retrouve empêtré dans cette bonne société de gens qui prennent des pauses comme ça en parlant de leur dernier coup financier, de leur dernière idée qui va leur apporter des millions. Enfin, il s'ennuie à mourir complètement dans ce film, et en fait il va repartir vers la vie, en fait, vers une forme de vie, même si c'est une vie qui part un peu dans tous les sens, une vie qui lui demande aussi de sortir un peu de la maîtrise, du raisonnable, d'une vue à long terme, en fait. Hein. C'est une vie au jour le jour. Il quitte l'enfer du confort et d'une vie bourgeoise faite de publicitaires. Et c'est vrai qu'il quitte ça. Et ce qui est important de dire quand tu démarres, c'est que le film, les 10 premières minutes du film, et là on reconnaît déjà les prémices du cinéma ensuite de Godard, c'est qu'en fait c'est une critique de la publicité. Et là où Godard est fort, c'est qu'en fin de compte les gens lisent carrément la publicité. Donc il y a la publicité pour mon nouveau scandale. Grâce à Scandale, je n'ai plus besoin de bas. La meuf qui dit j'ai mis Printil. Voilà. L'autre qui parle de lac à cheveux. Une nana qui dit je mets plus de nuisettes. J'adore ce plan en fait où elle est seins nus. Elle parle à un riche milliardaire et elle est seins nus en fumant dans naturel en disant mais les nuisettes c'est plus à la mode cette année. Les dessous ne sont plus à la mode. Et en 10 minutes il pose sa caméra dans cet enfermement de cadres de confort extrêmement bourgeois, superficiel, à travers quand même des cadres très beaux parce qu'on passe de monochrome rouge, bleu, hyper innovant pour l'époque, jaune, vert. Donc tu passes par toutes les couleurs primaires du spectre du cinéma pour finalement on suit Belmondo qui lui, ça m'a un peu rappelé la fin de Climax un peu, tu vois, ce film. C'est-à-dire que tu as des tableaux comme ça avec Belmondo, le héros, qui s'insère dans chaque conversation dans des monochromes. La caméra est fixe, des monochromes de tableaux comme ça colorés, bleu, rouge, vert, jaune. Et finalement, il a fait le tour de la soirée et à travers ces monochromes de couleurs et ces discussions assez toujours autour de la pub, tu as aussi le point de vue de Godard sur la situation de Belmondo et de la société. On est quand même en 1965, donc on est quand même 3 ans avant la révolution de mai 68 et on sent déjà les prémices de ça. Et il le dit pour moi dès le début du film, il dit une phrase qui est hyper clé avec sa bourgeoise italienne lorsqu'il veut pas sortir, il dit il y a eu la civilisation athénienne, il y a eu la Renaissance et on rentre dans la civilisation du cul après avoir mis un gros plan sur les culottes scandale. Dès les premières minutes du film, on passe de Velázquez, la culotte scandale, la pub pour Printil le déodorant et ce passage de la civilisation athénienne, la Renaissance, donc ce que lui, finalement Godard en sens, à travers aussi ce livre sur Velázquez, et
la conclusion, on bascule dans la civilisation du cul. Donc déjà, en 5 minutes, Godard arrive à placer un point de vue fort sur la société française. C'est ça qui est assez étonnant dans ce début, en fait, c'est la mise en concurrence des discours, des formes de discours, et c'est ça qu'on Carrément. reconnaît chez Godard, c'est le travail sur le langage, le vrai sens des discours. C'est quelqu'un qui a travaillé les formes, qui a essayé de déconstruire des formes, et qui a essayé de déconstruire son montage, pour toujours questionner le langage, le langage cinématographique. Oui. Et là, il commence à mettre en concurrence différentes formes de langage, un essai sur l'art, et effectivement une pub au dos d'un magazine. On a aussi, c'est intéressant, on a Samuel Fuller qui apparaît dans une des vignettes, hein, c'est un peu des sortes de vignettes dans cette soirée. Et il dit, qu'est-ce que le cinéma? Et il définit le cinéma, et il définit un cinéma qui est un cinéma américain, Oui. classique, commercial, d'une certaine façon. Dont Samuel Fuller, quand on connaît la filmographie de Samuel Fuller le tempérament de Fuller, il a toujours essayé de composer à la fois avec les impératifs commerciaux des grands studios américains, et en même temps essayer de trouver des chemins de traverse dans tout ça, et d'essayer d'imposer sa propre vision des choses un peu plus iconoclaste et un peu plus enragée, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est beaucoup rapproché de la France, c'est pour ça qu'on le trouve dans une discussion à Paris, c'est aussi... énorme dans ce salon. Et pour la petite histoire, il y a plus de 20 ans de ça, j'ai l'un de mes premiers scénarios que j'ai écrit, il s'appelle À bout d'essai. C'est un film citation, j'avais écrit, repris des dialogues de Godard, donc de Pierrot le Fou, d'À bout de souffle et du Mépris aussi. Et en fait, j'avais fait un montage comme ça des dialogues et j'avais pris énormément de citations de Pierrot le Fou que j'avais adoré et dans lequel je jouais tous les rôles, tous les personnages en fait, hein, qui changeaient d'identité, mais je jouais aussi bien Anna Karina, dont j'étais follement amoureuse, que Pierrot le Fou lui-même, que Pierrot, enfin que Ferdinand. Et c'est intéressant parce que ça m'a vachement ému quand j'ai regardé hier, parce que j'ai renoté exactement les citations que j'avais notées il y a plus de 20 ans pour faire ce scénario. Et je trouve que c'est un film aussi bien qui se regarde, mais qui s'écoute aussi. C'est un film d'une poésie dingue. Et les personnages parlent comme tu sais, comme dans un livre, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de sa voix off. Enfin, oui, ça pourrait être des voix off, en fait. Tu as vraiment cette sensation de littérature. C'est en ça que je dis qu'il y avait quand même cet amour des mots en permanence. Dès les premiers films de Jean-Luc Godard, il y a cet amour pour la poésie, pour les mots et pour les personnages qui ne se comprennent pas. Parce que, du coup, Belmondo interprète un intellectuel qui est en quête artistique, puisqu'on voit qu'il bosse pour la publicité. Il a été viré, quand même, hein. C'est de là aussi, hein, que démarre finalement cette rupture, c'est qu'il perd son job. Et sa bourgeoise italienne lui dit, viens à cette soirée chiante, parce que tu feras ce qu'on te dit, on va te trouver un nouvel emploi, papa va te trouver un nouvel emploi. Donc on est quand même dans cette prison, il est prisonnier de cette famille-là. Et finalement, la route et le road movie est pour lui, comme dans quasiment tous les road movies, Thelma et Louise, il y a cette histoire-là de sortir d'une histoire qui t'étouffe aussi. Et donc le road movie est le prétexte pour l'évasion, et l'évasion est le prétexte pour rester en vie. Et même le mot envie revient plusieurs fois dans le film, à travers des néons, à travers ce que lui dit dans ses mots, et la Riviera qui apparaît aussi en néon. Donc on a cette quête de cette épopée d'échappatoire où tu dis on quitte la bourgeoisie austère et grise parisienne pour finalement respirer et d'aller à la destination de la Riviera française, donc de toute cette partie de la côte du sud française, Côte d'Azur, Toulon, enfin tout ce bassin-là. Et c'est cette échappée belle qu'on suit avec une intensité et une naïveté des deux personnages aussi qui est très belle et qui bizarrement fait du bien à travers la violence qu'ils traversent, cette naïveté. Il y a presque des moments où je trouve qu'on a presque un film d'enfant. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas négatif, hein, quand je parle de ça. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance, de l'adolescence, dans le rapport entre l'homme et la femme, dans leur amour, en fait. Il y a un amour pur d'amour adolescent, je trouve. C'est intéressant parce qu'on a un personnage qui essaie de s'échapper des carcans dans lesquels il est enfermé, il se sent prisonnier, qui essaie de trouver sa liberté, qui essaie de trouver son authenticité, qui essaie de trouver sa singularité grâce à ce road movie. Et on a, parallèlement à ça, un film. En fait, la forme du film épouse la psychologie du personnage, même du duo de personnages, du couple. C'est-à-dire que le film lui-même essaie de trouver sa liberté par-delà les citations, par-delà les conventions définies par le cinéma jusque-là. On parlait de Samuel Fuller, qui représente donc un cinéma américain qui est vraiment dominant à cette époque, hein. Les boomers après-guerre ont vraiment été perfusés à la culture américaine, qui prend de plus en plus de place, avec lequel on comprend que Jean-Luc Godard a un rapport assez ambivalent. D'un côté, on sent qu'il y a des choses qu'il trouve formidables dans le cinéma américain, dont une énergie et puis une force des images aussi, voilà. Et le mépris aussi qu'il a toujours aussi pour ce cinéma un peu facile, un peu grand spectacle, voilà. Assez nourri intellectuellement. Et donc lui, il essaie de faire finalement un film à la croisée de ça, c'est-à-dire faire un road movie qui en même temps a des fulgurances de choses sur la poésie, sur l'art. À chaque fois, même quand dans des scènes assez banales, il y a quand même les citations de Belmondo et puis aussi l'écriture qui revient en permanence dans le film. On a, je pense que c'est l'écriture de la main de Godard qui écrit, qui filme sa propre écriture. Donc
les mots sont même apparents et filmés. Il y a aussi ce rapport face caméra qui vient couper l'énergie du film, qui vient couper cette course-poursuite où c'est comme des moments de confession dans le film où Anna Karina parle face cam, où Belmondo parle face cam, et aussi la présence, il veut montrer qu'on s'échappe du film en parlant au spectateur, en disant mais je parle à qui? Au bout d'un moment, il y a un moment dans le film où ils sont tous les deux au volant, Belmondo qui se retourne et qui demande son avis au spectateur et Anna Karina qui dit c'est drôle, mais à qui tu parles? Bah je parle au spectateur. Ah ouais, ok, donc il intègre tout ça et c'est une forme pour lui, je pense, de s'échapper du road movie, c'est-à-dire c'est le réalisateur qui veut s'en échapper. On ne peut pas oublier le réalisateur dans le film. En fait, dans ce film, il y a 3 personnages. Il y a Anna Karina, il y a Belmondo et il y a Godard. Et parce que Godard est présent tout le temps, on n'arrive pas à l'oublier, il ne veut pas être oublié. Il veut être présent comme un espèce de dictateur ou de chef d'orchestre qui est présent et qui, quand il te donne un peu d'échappatoire où tu rentres avec les personnages dans ce road movie et tu te prends au jeu, attention, il revient et il te ressort du film. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on voit déjà sa volonté de ne pas se soumettre à la narration classique d'un cinéma qui serait digeste, alors qu'on voit très bien qu'il en possède les codes, la capacité et aussi l'envie et l'amour, malgré tout à des moments. Mais comme tu le dis, il est dans cette opposition, dans cet amour-haine, qui fait que finalement, ce mépris qu'il a pour la facilité l'oblige en permanence à vouloir écorcher son propre film pour te sortir de ça et pour t'amener à autre chose. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la violence. Le film, il est violent par rapport à ça. Il est violent dans son rapport narratif. Oui, ben en fait, il a son propre commentaire. Il fait son propre commentaire en même temps. Il y a différents niveaux de lecture, il y a différents niveaux de conscience. Il a sa métacritique en simultané de la première ligne, de la première couche de récit. Et il y a donc toutes ces références qui sont là dans les références américaines. C'est un film où les personnages sont obligés de composer avec toutes ces références qui entourent le monde, dont Godard ne peut pas faire abstraction. On sent que son esprit est tout le temps surchargé de toutes les références qu'il y a autour. Il y a des références littéraires, je dirais classiques. D'abord des références littéraires parce que la France... C'est un peu drôle des fois, genre les pieds nickelés. Tu sais pas pourquoi ça arrive là. Enfin, il y a des trucs un peu drôles aussi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tu vas avoir des références à Louis-Ferdinand Céline, un parallèle avec le travail de James Joyce qui lui aussi essayait de décortiquer, de réinventer le langage, de se réapproprier le langage, de même la syntaxe, il y avait un vrai travail comme ça chez James Joyce, et on retrouve aussi, comme tu dis, presque à un même niveau d'influence sur les personnages, les pieds nickelés, la bande dessinée. Même aussi, il met une image, tu sais, quand à 26 minutes du film, il annonce aussi le film, il annonce la tragédie finale. Quand il se retrouve donc avec Anna Karina, ils se sont pas vus depuis 5 ans et demi, ils étaient ensemble, ils ne se sont plus vus, et ils se retrouvent par hasard puisqu'elle est dans cette soirée pour s'occuper des enfants de Belmondo et de son épouse. Finalement, il part avec elle. Et il y a cette scène qui, moi, m'a donné envie de faire du road movie et qui m'a influencé sur l'un de mes premiers courts-métrages qui s'appelle Macadam Transfer. Et c'était vraiment, j'étais partie de cette scène-là comme point de départ de mon film, en tout cas au niveau de la partie road movie dans mon film. Et je trouve cette scène est magnifique, c'est-à-dire que c'est la rencontre de 2 personnages et le fait de ce que ça raconte. On les filme pas ensemble au début. Tout est sur Anna Karina. La caméra est fixe, elle est dans cet habitacle de voiture et t'as ce défilé, tu sais, de lumière. T'as les réverbères mais de couleurs différentes. Encore une fois, on retrouve du jaune, du rouge, du bleu, du vert sur elle et elle annonce déjà la fin du film puisque les 2 personnages ne sont pas filmés ensemble. On est en plan séquence sur elle, ensuite on bascule en plan séquence sur lui et à un moment donné, il regarde dans le rétro et elle lui dit elle lui demande qu'est-ce qu'il voit, il dit je me regarde, elle dit qu'est-ce que tu vois? Je vois un homme qui fonce à 100 km/h dans le précipice quoi. Et elle ensuite elle retourne la caméra, enfin le rétro vers elle dit et moi je vois une femme qui est amoureuse de cet homme. Et le plan d'après, c'est quand tu parles de références littéraires, culture pop au même titre que la grande littérature, t'as un gros plan sur une affiche de film qui est Rendez-vous avec la mort, le plan d'après en fait. Et le road movie démarre là quoi. Et donc en fait, à 26 minutes du film, c'est la chronique d'une mort annoncée pour les 2 personnages. Et ça c'est terrible parce que pour le spectateur, quand tu regardes ce film, tu sais qu'il y a une histoire d'amour, tu sais que cette histoire d'amour elle est dévorante et tu sais qu'elle se terminera par la mort. Mais pourtant, tu la vis. Et ça je trouve que c'est profondément vivant et profondément humain et profondément intense. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est un film fondateur dans ma construction émotionnelle de réalisatrice et de femme parce que c'est quelque chose qui, quand je l'ai vu la toute première fois, j'étais tellement jeune, ça m'a influencé sur ce besoin d'aimer jusqu'au bout et d'aimer jusqu'à en mourir, quoi. Et cette chose-là, elle est
ultra présente dans le film. Et je trouve que c'est ce qui est pour moi la plus grande réussite du film, c'est cet amour inconditionnel de deux êtres qui ne sont clairement pas sur la même planète. Puisque lui, tout le long du film, il va critiquer tout ce qu'elle aime. Il critique parce que même par rapport, on a le mépris de Godard pour la publicité, mais on a aussi le mépris de Godard tout au long du film pour la musique. Parce qu'elle n'a pas le droit de s'acheter de musique. Ouais. Elle n'a pas le droit de s'acheter de 45 tours parce que l'argent c'est pour les livres, pour la littérature et pas pour la musique. Elle n'a pas le droit d'aller au dancing. Donc on a déjà dans le film toute cette opposition entre finalement ce qu'il dit dès les 5 premières minutes, la société du cul, de la consommation, de tout ce que Godard méprise, qu'il oppose à la peinture, à la littérature, donc aux arts supérieurs. Donc on a quand même d'emblée, tout le long du film, cette dichotomie entre un homme finalement qui veut fuir son statut de bourgeois, mais qui est quand même dans une forme d'intellectualisme et de culture bourgeoise au niveau des arts et de son savoir, qui tombe amoureux et qui s'entiche de cette fille où on comprend bien que son frère est dans le trafic d'armes, qu'elle a une vie un peu d'aventure et qu'elle est dans l'émotion. Quand il lui pose la question, pas dans la réflexion. Elle est pas du tout, non. Et elle est pas dans l'intellectualisation des choses. Elle dit, mais moi j'aime tout, j'aime le soleil, j'aime la mer, j'aime le vent, j'aime danser, j'aime vivre, quoi. Et elle est face à cet homme, et ce qui est beau, c'est que c'est finalement peut-être aussi une mise en abîme de ce que Godard ressentait à l'époque pour Anna Karina, de cet homme intellectuel et de cette femme dont ils étaient ensemble pendant des années, et c'était sa muse. Et elle, on sent chez elle une énergie de vie qui est clairement à l'opposé de l'énergie intellectuelle du personnage de Pierrot le Fou. Ce mélange d'énergie, comment dire, cette dichotomie entre justement la réflexion et l'émotion pure, ça donne un film qui est finalement très vivant, plein d'énergie et porté par la jeunesse. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'intellectualisme poussé jusqu'à parfois une certaine forme de neurasthénie de la part de Jean-Luc Godard. T'as tout un moment dans le film où il y a ce risque-là qui apparaît dans le film, tu sais, où ils sont, je pense qu'ils doivent être dans une maison sur l'île de Gien ou l'île de Porquerolles, et il est là, il écrit, elle s'ennuie, et il écrit, il fait de la poésie, il fait des longues phrases un peu sentencieuses, et il se perd en fait dans toujours vouloir aller plus loin dans sa réflexion, à toujours vouloir faire une démonstration d'un homme, d'un cerveau intelligent. Il y a ce besoin de démontrer qu'on est intelligent chez Godard, de ce truc intelligent, je sais pas si c'est le mot, cérébral, mais intelligent, voilà. Je suis pas sûr que ce soit le mot. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce trop-plein, on peut parler carrément d'un trop-plein de références constantes dans le film, qui sont en concurrence, qui sont en porte-à-faux les unes avec les autres, de culture populaire, de cinéma américain, toutes ces choses-là. Il y a même un moment, elle dit même, pour se sortir d'une situation, elle dit, je me rappelle d'un gag chez Laurel et Hardy, tu vois, donc les personnages ont Laurel et Hardy en tête, ont les romans noirs en tête, et se conçoivent peut-être comme un couple criminel d'un roman noir de l'époque, de Raymond Chandler, de Jim Thompson, des auteurs de romans noirs de l'époque. Et on a donc les pieds nickelés, on a de la musique pop, on a des espèces de moments effectivement de comédie musicale qui vont plus aller chercher du côté de Jack Demy. Oui, et en fait, tout ce trop plein de références, c'est intéressant parce que on a des cinéastes qui souvent se définissent par leurs références, ont besoin de leurs références pour trouver leur identité. Tu vois, typiquement, Tarantino, ce sont des cinéastes qui partent de références pour se rassurer d'une certaine façon, même si c'est pour définir la singularité d'un personnage, ils la définissent par des références auxquelles tu vas croire, par un référentiel. Ou récemment en France, The Substance de Coralie Farias, c'est un film totalement référencé, plan par plan, pour à la fin créer son œuvre à elle, mais qui utilise finalement comme socle énormément de références. Exactement, où on a bien sûr Kate Forzani par exemple, dans Pierrot le Fou, chez Godard, c'est le contraire, le parcours que doit faire le personnage, il doit sinon mettre à distance ses références, il doit en tout cas en prendre conscience pour pouvoir gagner sa liberté, il doit au moins en tout cas en prendre conscience, les remettre en question parfois, et y trouver son compte, si tu veux, dans ces références-là, il doit pas les épouser totalement, il doit savoir faire le tri, il faut qu'il soit conscient, donc le côté réflexif de Godard, et à partir de ça, finalement, il y a un spectacle qui se déploie, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne balaye pas complètement le spectacle que doit être le cinéma. Mais je pense il en garde une part. Dans ce que tu dis, et là où c'est très juste, c'est que pour s'en affranchir, finalement, c'est le personnage d'Anna Karina qui apporte l'envie de cinéma et qui apporte la liberté et la vie tout simplement. La vie. Parce que la neurasthénie de Godard qui peut, effectivement, à des moments du film, tu sens qu'on est sur le fil du rasoir. Le film va redevenir en noir et blanc. On a l'impression qu'on va rebasculer dans un cinéma en noir et blanc, tu vois. Et en fait, c'est Anna Karina et c'est en ça que pour moi, elle est incroyable, elle est puissante, elle est divine, elle est
est incroyable dans ce film, c'est que c'est finalement celle qui provoque l'accident, puisque c'est elle qui provoque l'accident, ce que j'appelle l'accident de la vie, c'est-à-dire la vie, la sortie de route en fait, l'aventure. Et ben c'est par elle que le personnage de Pierrot le Fou, donc de Ferdinand, moi je l'appelle Pierrot, je préfère, mais que ce personnage-là trouve sa propre liberté et sort de son propre esclavagisme, parce que pour moi il est esclave de toutes ces références, il est prisonnier de ça. Et finalement c'est l'héroïne qui elle n'a aucune prétention et qui est le personnage pour moi le plus vivant du film et le plus touchant, parce qu'elle n'a aucune prétention. Et je pense que c'est aussi le rapport que Godard avait peut-être lui aux femmes en général et aux actrices, c'est-à-dire qu'il lui donne un rôle sans prétention, le rôle d'une jolie fille en fait finalement, un peu écervelée, mais quand même qui s'est tirée au flingue, qui vit juste et qui n'a peur de rien. Et c'est d'elle que la liberté et le cinéma prend acte, c'est avec elle et par elle que ça prend acte. Ouais. Et finalement, Belmondo, aussi cérébral qu'il est, aussi référencé qu'est son personnage, à la fin, il est happé par la force de vie et d'envie d'Anna Karina, donc du personnage de Marianne en fait. Il y a l'aspect politique de Godard qui apparaît dans le film. C'est un film où il ne se prive pas de rappeler que le cinéma est aussi un objet politique. Sauf que ce qui est fort dans le film, c'est que, comme je te disais, il se prive pas du spectacle du cinéma, du côté plaisant du cinéma, du côté divertissant, du côté même amusant, drôle du cinéma. Et la politique, c'est un spectacle parmi les autres. Le spectacle des codes d'un genre cinématographique, du polar, de la fuite, le spectacle de la beauté des jeunes acteurs sous un décor avec une très belle photo, sous un décor ensoleillé, estival, l'insouciance aussi qu'on peut imaginer de la France des années 60, différents types de spectacles. Le spectacle aussi, comme tu disais, avec la scène avec la voiture et les lumières qui passent, le spectacle d'effets de cinéma qui sont très artificiels et très volontairement artificiels, tu vois, très cinéma de studio, et le spectacle aussi de la politique, des représentations politiques. Il y a un moment où ils font une espèce de confrontation entre une Vietnamienne et un Américain, parce que la guerre du Vietnam est en train d'éclater, est en train d'occuper les médias, est en train de définir aussi le rapport de la France aux États-Unis, à l'Empire américain et tout ça. La confrontation aussi entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, la guerre froide, il y a tout ça, et tout ça est un peu mis sur le même plan d'une certaine façon. C'est à la fois une espèce de petite pièce de théâtre bien raciste et bien là, et en même temps qu'il y ait des choses, et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur fond de vrais bombardements. Donc la bande son, c'est la vraie bande son de vrais bombardements de guerre. Et ça, c'est hyper intéressant. Et aussi, dans cette idée que tu dis de déconstruction en permanence et du langage, il y a le son, parce que pendant toute sa carrière, mais déjà là, on le voit, Godard a un rapport au son, à la voix off, aux répétitions, c'est-à-dire qu'il déconstruit aussi son film au niveau sonore. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans ce qu'il veut véhiculer, dans sa déconstruction poétique et mentale, les répétitions jusqu'à saturation, il y a quelque chose de cet ordre-là, et qui permet aussi de montrer dans quelle torpeur et dans quelle fébrilité sont aussi les personnages. Et là, on rejoint pour moi un peu le côté rêve d'un chien andalou, c'est-à-dire que la bande son, le montage, le fait qu'il te dit chapitre 8, alors ok, t'avais même pas un chapitre, t'as un chapitre 2, après t'as un chapitre 8, genre 25 minutes, 30 minutes après, ok, juste après un chapitre 7, et puis il s'en fout, il t'en dit pas d'autres chapitres, donc il y a une espèce de liberté de la déconstruction comme ça. Le son qui à un moment donné, tu ne le comprends plus, il est répétitif, il est bruyant, il est irréel, les voix sont bizarres, et tout ça fait que toi en tant que spectateur, comme pour un chien andalou, quelque part tu es perdu, il te perd aussi. Oui. Et tu as le temps, comme pour un chien andalou, de revenir à ta propre, à toi-même. Et j'aime ces films qui te permettent, en fait, en tant que spectateur, à des moments de décrocher. Tu sais, quand les gens ils disent putain, mais j'ai perdu le fil, je suis sorti du film. On dit souvent ça comme une critique. Pour moi, c'est au contraire, si le réalisateur il arrive à te sortir du film à des moments, c'est magnifique aussi, parce que tous les films n'ont pas pour objectif de prendre le spectateur par la main, de l'emmener comme si il prenait un ride de coke et d'aller à la fin, the end. Tu vois, il y a aussi des films qui ne sont pas comme ça. Que moi, j'aime quand le cinéma permet au spectateur à des moments de dire attends, de prendre 2 minutes de recul là, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Attends, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que ça fait chez moi? Et lui, il le fait sciemment puisqu'il parle même au spectateur. Donc, il t'autorise de décrocher à des moments, de t'ennuyer à des moments, parce qu'il y a le rapport à l'ennui. Le personnage d'Anna Karina arrête pas de dire je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et Godard, il dit, en gros, Belmondo fait dire mais je sais pas, réfléchis, cultive-toi, quoi. Mais je m'ennuie, quoi. Ouais, mais le spectateur aussi, Anna Karina représente ce spectateur qui s'ennuie à des moments. Et je trouve ça beau, les films qui n'ont pas peur de l'ennui. L'ennui, c'est un terrain en fait, c'est un énorme terrain pour la réflexion et pour faire naître des choses. S'ennuyer, c'est avoir
avoir le temps de penser, donc le temps de ressentir et le temps de finalement faire un aller-retour, un va-et-vient entre toi et le film. Chose que tu n'as pas souvent l'occasion au cinéma puisque on ne te permet pas ce va-et-vient. Oui, ça se joue sur l'aspect road movie du film, parce que le road movie, c'est quoi? C'est une forme moderne du film d'aventure, d'une certaine façon. C'est le film d'aventure revu justement par cette génération de cinéastes ont décidé un peu de réinventer le cinéma d'aventure en créant une ligne moins claire dans les enjeux, dans la trajectoire des Oui. personnages et en prenant des détours et en faisant effectivement, en alternant entre action et réflexion, comme on a dans le film des alternances entre de l'action davantage portée par les choses un peu plus pulsionnelles, un peu plus instinctives d'Anna Karina et les réflexions de Jean-Paul Belmondo. Mais finalement, on est aussi dans un film d'aventure et j'ai envie de dire libre au spectateur d'apprécier telle ou telle péripétie. Exactement. C'est marrant parce qu'à peu près à la même époque, Jean-Paul Belmondo, dans un type de cinéma très différent, dans un cinéma qui est davantage vu comme un cinéma populaire, fait les films de Philippe de Broca, L'Homme de Rio et Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Et d'une certaine façon, c'est étonnant parce que ce film-là est pas si loin dans sa forme d'un film comme Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Il l'intellectualise, donc c'est très différent. Et Les Tribulations d'un Chinois en Chine, c'est une espèce d'album de Tintin au cinéma, tu vois. C'est un D'accord. film, moi c'est ça que j'aime beaucoup chez Philippe de Broca, il y a un côté très enfantin. Mais tu parlais aussi d'une vision du couple qui parfois est très naïve et très adolescente. C'est intéressant, mais on a l'impression que Jean-Paul Belmondo, la personnage de Jean-Paul Belmondo dans le cinéma français, c'est un type qui va attirer les péripéties, qui va attirer les Oui. tribulations. C'est un type parce qu'il a ce côté un peu espiègle, voilà. Le côté espiègle de Belmondo l'amène à faire des rencontres, parfois des mauvaises rencontres, des bonnes rencontres. Son côté séducteur, charmeur et en même temps magouilleur. Et en même temps, le bon gars. En même temps, un mec, un En bon même temps, le gars. bon gars, t'as envie En d'être son même temps, pote, un quoi. peu border, un peu qui s'attire des conneries, un peu naïf, un peu le mec qui se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est génial. Ça permet de lui faire vivre énormément d'aventures, en fait. Et d'une certaine façon, il vit ça dans le cinéma d'aventure qu'on lui connaît, mais il le Oui. vit aussi là dans le cinéma de Godard. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais au moment où le spectateur peut sortir du film, peut adhérer à tel ou tel moment, c'est un peu ça la construction du film, c'est-à-dire que ce sont différentes péripéties, différentes rencontres, différentes tribulations, donc, où libre au spectateur d'aimer celle-ci et d'avoir une attention un peu plus flottante sur celle-là. C'est une succession d'événements, pas toujours reliés entre eux, où tu auras peut-être la réponse de l'un, mais 45 minutes plus tard, 45 sur minutes après. les fréquentations du personnage de Marianne. Ah Bon, oui, alors là, c'est vraiment à la fin du film, les dernières 20 minutes. et moi, je trouve que c'est ça qui est très sympathique dans le film, c'est ce côté profusion de choses, profusion d'envie de cinéma, profusion d'effets différents et de genres qui s'entremêlent. C'est là qu'on retrouve quelque chose de lynchien, justement, où c'est un cinéma qui est presque par séquence, tu vois, qui est presque par petits épisodes. Il y a des séquences que j'ai envie de revoir, tu vois, indépendamment les unes des autres. Et en même temps, comme il y a une espèce de temporalité très particulière au film, d'un autre côté, t'as pas envie que ça se termine non plus. C'est un espèce de rêve éveillé, de week-end de folie, tu vois, qui se prolonge. À la fois, t'as envie de picorer comme ça, 5 minutes ici, 5 minutes là, et en même temps, tu conçois pas le film avec un début et une fin, donc c'est très particulier comme sensation, et ça prouve vraiment la liberté formelle du film, tu vois. Moi, j'aime par exemple beaucoup, vers la fin du film, l'apparition de Raymond DeVos, qui sort un peu de nulle part, Magnifique. et tu vois, là, on retrouve quelque chose de lynchien, où d'un coup, tu vas ouvrir une porte, et il y a un Oui, t'as un chanteur personnage. connu, il y a un numéro, le numéro d'un artiste qui vient, qui apparaît dans le film, tu vois. Conséquence, hein, je crois. Il me semble bien. Conséquence, hein. Je trouve que le film, il est très charmant en fait, et très agréable à suivre, pas seulement par cette ambiance estivale, mais aussi par, tu parlais de la liberté La qu'on laisse liberté. au spectateur pour un chien andalou, par la liberté que ça laisse au spectateur aussi. Vous venez avec nous, t'as l'impression de vacances avec des potes, Ouais. tu sais pas vraiment où tu vas, tu sais pas à quelle heure tu vas rentrer, tu sais pas si tu vas rentrer, tu sais pas dans quel état tu vas rentrer Et en même de temps, l'escapade. cette chose-là que tu dis, je rebondis parce que, en fait, le spectateur est dans la position, si tu veux, de Belmondo, puisque Ouais. il suit donc Marianne et on ne sait pas où elle va, lui non plus. Et d'ailleurs, il dit, mais est-ce que tu as vraiment un frère? C'est-à-dire que tout le long, le personnage de Pierrot ne croit pas. Et elle dit, mais tu crois toujours que je mens, tu crois toujours que je mens. Mais oui, mais on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on a on a la définition de la situation sociale et familiale du personnage de Ferdinand dès le début du film. C'est vrai qu'on ne sait rien de Marianne, on sait juste que c'est une fille au père. Voilà, j'ai traîné avec des mecs. Voilà, c'est tout ce qu'elle dit. J'ai traîné avec des mecs. Franck.
Tu le connais d'où, Franck? Et on ne sait pas. C'est-à-dire que jusqu'au bout, carrément, faut vraiment attendre un bon moment pour comprendre que le Franck n'est pas un mec réglo, espèce de mec de gang, et voilà. Mais finalement, le spectateur est embarqué dans une aventure que lui-même ne maîtrise pas, mais comme le personnage de Belmondo qui ne sait pas. Et elle dit, j'ai pas envie de répondre à tes questions, en fait. Et ça, c'est assez beau parce que ça permet de garder, c'est en ça où ça fait écho au cinéma de David Lynch que j'adore. C'est-à-dire que c'est encore un cinéma qui ne s'enferme pas dans les règles et dans le besoin d'être un cinéma rassurant. C'est un cinéma qui n'est pas là pour rassurer et qui n'est pas là pour donner des réponses. Et en ça, je trouve que du coup, ça crée un espace de liberté, encore une fois, qui est juste magnifique et qui fait du bien parce que en tant que spectateur, on se sent vivant, on se sent capable aussi de participer au spectacle et de devenir nous-mêmes un acteur de ça. Nous-mêmes, on est actifs. Le cerveau fonctionne, les émotions fonctionnent et on fait partie du récit, on fait partie totale du récit. Et puis, t'as du mal à croire que c'est un film qui a été tourné, monté. T'as l'impression qu'il se fait en même temps que tu le vois. C'est rare d'avoir un film qui te donne autant l'impression d'une spontanéité. C'est-à-dire que toutes les différentes phases par lesquelles passe le film et les moments où, comme tu dis, il peut peut-être y avoir un atermoiement sur quelque chose, un ennui, et puis après les choses se précipitent. Et puis on passe par du film noir, par du film de gangster, par de l'aventure, par de l'humour. T'as l'impression que c'est presque comme si il écoutait ses envies au gré de l'histoire. Il a dit, ah tiens, là, si on revenait sur l'histoire de Marianne avec ses mauvaises fréquentations, ouais, j'ai pas tant envie que ça finalement. Allez, on fait un détour vers, tiens, là, on s'arrête un peu, le décor est joli, on va filmer un peu, on va trouver un truc à dire. Bah, vous venez, on repart, là, j'en ai un peu marre, tu vois. Et ça s'invente au fur et à mesure, comme toi, tes émotions de spectateur quand tu regardes un film que tu découvres pour la première fois. Le récit, tu le vis au moment et tu vas te dire, tiens, ce passage-là, ce personnage-là, ah, on l'a déjà quitté, ah, dommage, j'aurais bien aimé qu'on s'attarde un peu sur lui. Ah, tiens, le film va dans telle direction, il va vers je sais pas moi, j'étais parti pour voir un thriller, ah, en fait, il y a une part de science-fiction dedans, c'est une composante auquel je m'attendais pas. Et il y a des moments où ton attention, elle est un peu flottante parce que tu t'ennuies un peu, et tu vas presque, toi, te faire ton propre scénario et partir dans une autre direction, tu vois, et te dire, tiens, ah, mais là, peut-être qu'en fait, c'est une histoire sur un couple qui se sépare, tiens, et si les personnages allaient vers là, et t'as toutes ces déviations possibles, et t'as l'impression que Pierrot le Fou, il essaie au maximum de dévier et t'entraîner. C'est presque le parcours d'un spectateur, minute après minute, seconde après seconde, où ton attention va être flottante et va pouvoir partir dans plusieurs directions différentes. J'ai eu la chance de voir Pierrot le Fou dans un cinéma sur les champs présenté par Anna Karina. Énorme. Et du coup, elle est restée un long moment, elle a présenté le film, et puis elle est vraiment restée un long moment, tu vois, un bel échange qui a dû durer, je pense, une quarantaine de minutes après le film, et elle racontait, en fait, que tous les jours, en fait, Godard amenait le script qu'il avait écrit la veille, dans la nuit. C'est-à-dire qu'il tournait, dans la nuit, ils écrivaient, et avant, ils ne savaient pas. Donc, ils ne connaissaient ni leur dialogue, ni leur texte, ni ce qui allait être filmé avant le jour J, le matin. Et donc, elle disait qu'il y avait cette espèce de fraîcheur en permanence parce qu'il les réécrivait au jour le jour. Donc, le film, ce que tu finalement pressens à juste titre en regardant ce film, en disant, mais on a l'impression que finalement, le film est écrit dans une espèce de spontanéité, mais c'est vrai. Il l'a travaillé, il l'a écrit comme ça. Et donc, je trouve qu'on ressent cette force de vie, cette énergie de vie, cette urgence de vie dans le film, finalement. Mais j'ai presque l'impression que si je le relance, si je le regarde, ça va être un autre film, tu vois ce que je veux dire? Tellement c'est une forme instable, vivante et indisciplinée, tu vois. T'as presque l'impression que là, si je le relance à 45 minutes, je me dis, mais attends, mais il y avait pas ce personnage là, la fois, tu vois, que c'est un film qui est ouvert sur un champ des possibles multiples. C'est en fait un film labyrinthique avec plein de tableaux et les labyrinthes, il les a assemblés, il en a fait un espèce de puzzle, mais ce puzzle, c'est sa logique à lui, et toi, en tant que spectateur, t'as pas forcément, si tu veux, c'est comme une toile d'araignée, tu vois pas forcément les fils derrière ça, et t'as pas forcément les connexions les mêmes, tu fais pas les mêmes liens, et c'est pour ça que c'est un film que tu peux voir à plusieurs reprises, et tu te raconteras à chaque fois quelque chose de nouveau, et il y a quelque chose de nouveau qui va te surprendre, ou qui va te toucher, et si tu veux, une œuvre cette œuvre, Pierrot le Fou de Godard, ou Un chien andalou, on est dans une œuvre surréaliste, et c'est l'équivalent, si tu veux, d'une toile d'un artiste abstrait, où quand tu la regardes en fonction de la lumière du jour, en fonction de l'heure de la nuit, en fonction de l'humeur, de l'énergie dans laquelle tu te trouves, tu ne regarderas pas le film pareil. Mr. Lockhart, every time I turn around, you're somewhere you're not supposed to be. I guess I'm lost. I'm just trying to find my way back to my room. This is the restricted floor. There are signs everywhere. Surely you didn't just wander down here by accident. What is it exactly that you are looking for? I had a problem with my tooth. Your tooth? Actually, it's feeling much better if you could just point me in the direction of my room. Nonsense. We can't let you get an infection.
You must let us take care of you. After all, that's why you're here. Et on termine par A Cure for Life de Gore Verbinski, sorti en 2017. Alors la direction les États-Unis, donc avec un réalisateur américain qui a commencé sa carrière dans la pub, qui a eu une grosse carrière dans la pub. Il a travaillé pour Nike, pour Coca-Cola, pour Budweiser, avant d'accéder donc au long métrage, au cinéma, avec des budgets assez conséquents au sein des majors américaines. On se souvient du succès du remake de Ring d'Hideo Nakata, qui est sorti sous le titre Le Cercle en France, et ensuite les Pirates des Caraïbes qu'il a réalisé. Il en a réalisé 3 si je dis pas de bêtises, donc il est monté quand même à des budgets de 200-300 millions de dollars. Après Pirates des Caraïbes, il a fait également avec la même équipe Disney et Jerry Bruckheimer à la production The Lone Ranger, qui a été un échec. Donc là c'est le film après l'échec de The Lone Ranger. Bon, c'est quand même 40 millions de dollars, c'est quand même pas négligeable. Alors pourquoi tu as choisi de parler de Cure for Life dans ce podcast? Alors moi, je ne connaissais pas du tout son travail. Je sais pas, je les ai pas rencontrés, ces films. Donc bref, j'ai jamais rien vu de lui. On est en 2017, je suis en montage de mon premier long métrage Fornacis. On est autour du printemps, je crois, et vers avril, comme ça. Et mon monteur, qui est un fan absolu, mon monteur Bruno Gauthier, avec qui je travaille depuis 15 ans, qui est un fan absolu de ce réalisateur, qui adore les Pirates des Caraïbes, qui adore The Ring, enfin bon bref, qui est un fan, me dit « Oh là là, il y a un film qu'il faut trop que tu vois, parce que... » Mais je sais pas s'il est encore en salle, parce qu'il était sorti en début d'année. Bref, il est resté très peu. Et il me dit, il faut que tu vois, c'est A Cure for Life, c'est tellement ton univers, il y a des choses qui me font tellement penser à ton travail. Enfin bon, voilà. Et là, je me prends une claque tellement monumentale que je ne dors pas la nuit. Impossible, je veux dire, impossible de dormir. Et le lendemain matin, je suis en salle de montage et là, pendant toute la journée, je parle que de ce film, que de cette claque, que de ce truc. Et alors, A Cure for Life, pourquoi? Parce que c'est un film qui, jusqu'à aujourd'hui, me hante. Je trouve que c'est un film, encore une fois, pourquoi? Quand tu m'as demandé de choisir 3 films, j'ai voulu 3 films libres. 3 films où le surréalisme est là, 3 films déconstruits au niveau du montage, 3 films audacieux et 3 films sur les sensations, 3 films sur l'imaginaire et sur cette fêlure entre le monde de la réalité et le monde du surréalisme et aussi du surnaturel. Cette espèce de zone grise où finalement les personnages sont entre deux. Parce que mine de rien, même dans le film précédent, Pierrot le Fou, on peut se demander si à la fin ils rêvent pas tout ça, quoi. On est quand même dans un entre-deux permanent. Et ce film, pour moi, il est absolument magnifique et il fait totalement écho à mon travail. Alors pour en dire quelques mots, en fait on est au départ dans l'univers de la finance, de la monnaie, aux USA, à New York. Le patron d'une grosse boîte est retrouvé mort et on envoie en fait un peu un sous-fifre en fait un jeune de cette entreprise de finance en fait. Lui il pense faire un voyage de quelques heures en Suisse, donc il quitte New York pour aller en Suisse dans une cure étrange, retiré dans les montagnes de Suisse dans un petit village pour essayer de ramener un chef d'entreprise qui est là-bas depuis plusieurs mois et qu'il faut faire revenir parce que les actions sont en train de chuter. Donc sur le papier, bon, c'est pas forcément très ragoûtant cette histoire. Moi, j'avais rien vu, j'avais ni vu de bande-annonce, ni rien lu. J'y suis juste allée en faisant confiance à mon monteur. Et si tu veux, t'arrives dès le début du film ce qui est hyper fort et là aussi c'est un point commun avec le film de Godard d'avant, c'est-à-dire que ça démarre par une confession, ça démarre par une lecture, par une voix off et très rapidement dans les 5-6 premières minutes du film, tu as le langage de l'eau qui est là puisque tu as la présence d'un aquarium avec un poisson rouge qui m'a forcément fait écho à mon film Scarlet Blue où le poisson est bleu. Tu as l'homme qui se sent mal et qui va se servir un verre d'eau et tu as vraiment ce son et ce gros plan sur cette énorme citerne d'eau et tu as cette voix off, le mec qui t'annonce déjà en gros qu'il a vu. Une fois que tu as vu la réalité, tu ne peux plus, un homme qui a vu ne peut pas devenir aveugle, il ne peut plus redevenir aveugle. Et en ça, il y a cette quête de la vérité dans ce film, cette quête et qui est aussi quelque chose qui m'hypnotise et qui est vraiment, je crois, un des points cruciaux dans mon travail, dans mes personnages et dans les scénarios que j'écris, c'est la quête de la vérité. En fait, de voir les choses, ne plus rester sur l'apparence. Et ce film, il est vraiment fait sur ça. Tu as toujours 2 mondes en permanence et tout le langage du film est tourné autour de l'eau puisque c'est une cure. On n'en a pas parlé, mais c'est une cure thermale où apparemment, ils ont une eau magique, ancestrale qui permet de retrouver ta jeunesse éternelle. Sauf que dans cette cure, personne ne sort vivant de cette cure. Et c'est ça qui est intéressant. Et tu as tout ce langage des poissons et la place du monde finalement aquatique à
travers les anguilles, à travers les reflets de l'eau. L'eau est omniprésente tout le temps. Il y a toujours ce miroir. L'eau devient un miroir. Et qu'est-ce qui se passe en dessous? Et on suit ce jeune personnage qui va entendre aussi le chant des sirènes et rencontrer le personnage qui était, j'avais oublié en fait, quand je l'ai revu, là j'ai revu, j'avais oublié que c'était Mia Goth qui jouait dans l'un de ses premiers rôles, qui est toute jeune, qui est magnifique, qui est étrange, qui est un peu une jeune Lolita, macabre, un ange au milieu des démons, quelque chose de cet ordre-là, une sirène. Il y a vraiment à chaque fois sur elle le chant des sirènes. Et on suit donc ce jeune homme qui va être finalement lui-même prisonnier de cette cure et qui va descendre dans les ténèbres. Ce qui m'a impressionné, c'est la maîtrise esthétique, la maîtrise métaphorique, la maîtrise poétique. Tout est calculé et tout est construit. Depuis le saut que tu vois de l'enveloppe que reçoit l'homme au début du film avec ses anguilles que tu vois dès la première image du film, que tu retrouves ensuite au portail d'entrée magnifique en fer forgé à l'entrée de la cure, qui te suit partout. Chaque objet est choisi, chaque esthétique est choisie. C'est incroyable et c'est enfin, franchement, je recommande à tous les gens qui vont écouter cette émission et qui n'ont pas vu cette pépite incroyable, fantastique, surréaliste, poétique, sensuelle, provocante aussi, et aussi cette force des corps nus, des corps âgés, des corps qui tombent, la peau qui dégouline, tout ça, il faut vraiment aller voir ce film tellement il est incroyable. Je comprends la parenté de ce film et aussi étonnant que ça puisse paraître un film avec ce budget, avec cette facture. Je comprends la parenté avec ton cinéma parce que c'est vrai que c'est aussi un cinéma qui est un cinéma de vision cauchemardesque, de vision onirique et qui tourne au cauchemar. On a régulièrement dans le film, t'as parlé des anguilles, effectivement la vision de ces anguilles dans l'eau. Il y a aussi ce flashback dans le film, tu sais, où il se souvient de la mort du suicide de son père, qui est une scène très étrange. On est sur un pont à New York, il pleut. Avec le côté mystique, tu sais, où les gens, il y a eu plusieurs fois où tu as ça, ces journées noires, où la bourse Exactement. s'effondre et où les gens se suicident parce qu'on est quand même dans un pays où tout le monde vit sur emprunt et tout le monde mise dans les actions, et ces suicides-là, il part aussi, je pense, de quelque chose de vrai, et surtout de ce suicide sous les yeux de son fils, en fait, qui a totalement occulté. Et ça, tu as le point direct avec mon film, de la mémoire de l'enfant Du trauma de l'enfance, ouais. Qui ferme. Il y a bien sûr cette parenté-là. Plus largement, je crois pas que t'aies prononcé le mot dans ton résumé, mais on est sur un film en fait qui s'ancre dans l'héritage du récit gothique, clairement avec cette Suisse alémanique, cette Europe qui paraît très mystérieuse pour les Américains, qui paraît être un continent obscur, fait de vieilles légendes, fait de vieilles croyances. C'est clairement ce qui va sous-tendre le récit. En fait, on part d'une légende qui hante cette région de la Suisse avec une espèce de comte Bathory, en fait, une espèce de comtesse Bathory au masculin avec l'antagoniste de ce film. Voilà, donc il y a ce côté vampirique presque dans le film. En fait, on réinvente une sorte de film à la fois un film de secte, un film de communauté, même plus loin que la sorcellerie, jusqu'au vampire, sur une forme de vampire. Donc les choses ne passent pas par le sang, mais passent par l'eau, en fait. Mais ça réinvente la figure du vampire en le plaçant dans un décor qui est très clinique, très terne, très glauque, avec des teintes glauques. Et en même temps très très brillant, parce que tout est brillant, terne, mais tout est, comme je te dis, il y a la notion de l'eau est en permanence là, et du coup l'image elle est en permanence dans la brillance aussi. T'as vachement de reflets, il joue beaucoup sur des carrelages, le métal, les cuves. Il y a un côté aussi SF à travers les cuves il y a un dispositif. C'est vraiment encore une fois, je crois que c'est le point commun des trois films que j'ai choisis. C'est des films qui sont difficiles à résumer, qui refusent d'être enfermés dans un genre, qui mélangent les genres et qui sont des œuvres libres. Moi j'ai été vraiment marquée. T'as un côté presque, tu sais, SF à la Blade Runner, c'était un peu rétro-futuriste, un peu, et aussi un peu film de guerre, parce que on sent qu'il puise quand même aussi dans les expériences nazies. Clairement. Et ça, c'est très, surtout vers la fin du film, le dernier tiers du film, on descend quand même dans une forme d'expérience nazie. En plus, la langue qui est parlée est le suisse-allemand, donc je pense que même c'est l'allemand, enfin je sais pas, enfin mais l'allemand, oui, c'est l'allemand, voilà. Et du coup, t'as quand même cette espèce de mythe aussi de l'Allemagne nazie et des expériences qui étaient faites sur les juifs, tu vois. Et ça, c'est fort aussi. Donc c'est quand même un film audacieux qui mélange tout ça. Le réalisateur a quand même décidé de dire, oh putain, j'ai une idée. On va mélanger le film de vampire, le film de secte, le film sur la communauté, la cure, donc le côté bienveillant aussi, parce qu'il y a aussi des personnes âgées. Donc ça, c'est rare en fait, parce qu'il y a 2 jeunes seulement dans le mec de la secte, enfin le patron qui est pas vieux, qui a la quarantaine, cinquantaine, mais t'as juste 2 jeunes, en fait, les 2 héros, 2 jeunes encore purs. Mais toute l'assemblée, c'est fort de traiter aussi de la fin de vie, de la vieillesse, de la mort, de tout ça en fait. Et tout ça, il le mélange à travers du fantastique. Et donc je trouve que c'est un film qui est métissé
en fait. C'est un profil plus intéressant qu'on veut bien le croire, le profil de Gore Verbinski dans le cinéma américain mainstream et vraiment le blockbuster des années 2000. On a un peu tendance à oublier son travail quand on parle des grands faiseurs d'images, même parfois un côté un peu clinquant, tu vois. Certains critiques défendent le travail de Michael Bay en disant que Michael Bay a été un inventeur de forme, mine de rien, malgré un arsenal d'effets, soit pompiers, soit excessif et parfois un peu bourrin. Largement bourrin, oui. Voilà. Il y a de la performance. Il y a un œil technique, il y a vraiment une exigence technique, mine de rien, chez les gens de cette génération. Chez Michael Bay, je fais un parallèle parce que Michael Bay est aussi quelqu'un qui vient de la pub, du clip. C'est pas Propaganda, l'agence dans laquelle travaillait Gore Verbinski. C'est Limelight Pictures, le nom, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas Propaganda, la grande agence qui nous a donné David Fincher, Michael Bay, Alex Proyas, Tarsem Singh, des gens qui sont très attachés à l'image, au travail. J'aurais pu te prendre un film de Tarsem Singh, hein, parce que je suis totalement fan, et je crois qu'il y avait quelqu'un qui l'avait pris, non? Il y a Chloé qui avait choisi The Cell. Ouais. Je voulais prendre The Cell, et j'ai vu qu'elle l'avait déjà pris. Mais on a des réalisateurs qui ont, c'est vrai, une vraie exigence dans leur direction artistique et des films qui nécessitent forcément des budgets conséquents. Alors là, forcément, il était tombé un peu en disgrâce à cette époque, Gore Verbinski. D'ailleurs, après ce film, il a disparu. Là, il revient cette année avec un projet, mais il a disparu pendant 7-8 ans. Hein, moi, ce que j'avais lu, c'était que ce film en gros, a fait un flop. Oui, a aussi fait un flop, ouais. À sa mesure à lui, à son échelle. Bien sûr, on est bien d'accord. Et puis aussi, c'est quand même 40 millions, donc c'est pas rien non plus. Mais putain, c'est quand même 40 millions, quoi. Il faut les sortir, et puis il faut surtout les retrouver après. Mais quel film, en fait? Juste pourquoi il fait un flop? Pourquoi ce film fait un flop, en fait? Quand j'avais vu la première fois, je me souviens que j'étais repartie, tu sais, j'avais énormément d'émotions, mais je me souviens que j'avais été frappée par 2 images qui m'ont accompagnée pendant des années. C'est dingue, c'est pas les plus frappantes, parce que finalement, quand je l'ai revu hier, je me suis dit, mais c'est fou. Comment j'ai pu être marquée par ces 2 images-là, qui sont finalement minimes par rapport à la puissance filmique du film, la puissance... C'est dingue, t'es foudroyé, hein, par la beauté du film et par la puissance des images. Et c'était la première fois que je l'ai vu, je suis repartie avec, très banal, hein, l'entrée dans l'œil le reflet quand il rentre dans le bureau et qui est filmé dans l'œil de bœuf, tu vois. Donc ça dure quelques images. J'avais été frappée, alors peut-être parce que je montais Fort Narcisse, qui avait des scènes avec un lustre qui était avec une tête de sanglier dans mon film. Alors je pense que comme j'étais en plein montage, ça m'a fait écho. Et si tu veux, quand il va, donc les anguilles, comme on l'a dit, occupent une place. Moi j'ai une phobie des anguilles, j'ai une phobie des poissons, je suis allergique aux poissons depuis que je suis enfant. Pour une réunionnaise, c'est assez drôle. Et du coup, quand j'avais vu cette scène où il entend un bruit vraiment étrange dans les toilettes, et ça, plusieurs fois dans le film, à un moment donné, il soulève le réservoir d'eau, en fait. Le réservoir, ouais. T'as cette colonie d'anguilles là qui sort, et après il les revoit, il réouvre les yeux, c'est plus là, et il y en a une qui est dans la cuvette. Juste, tu vois juste un dernier mouvement de queue, et c'est marrant parce que je suis partie avec cette image-là pendant des années qui m'a hantée, vraiment hantée. Et c'est fou parce qu'en revoyant le film, je me dis, il y a des séquences tellement dingues, tellement fortes, les séquences où quand t'arrives en bas au bout d'un moment dans le film et que t'as cette espèce d'aquarium géant avec des vieux, en fait, comme un peu les enfants qu'on gardait dans des bocaux, ouais. Cette galerie de vieux dans cette eau noyée là, des vitrines comme ça, qui est tellement terrifiante et tellement magnifique en même temps. Enfin, c'est la beauté gothique. Je suis d'accord avec toi, je n'ai pas utilisé ce mot, mais on est dans une poésie gothique extrême. Et quand je vois la puissance de ce film, la puissance des images, je ne comprends pas que ce film n'ait pas été un absolument grand carton, que ça n'ait pas eu, tu vois, un espèce de phénomène en fait. Je comprends pas je comprends pas en fait. C'est un peu compliqué aussi de réussir à vendre ce film justement par ses différentes composantes. Ce que tu décris des cuves, on pourrait être effectivement dans un film de science-fiction qui se passe dans le futur, tu vois, on pourrait être dans un vaisseau alien qui a kidnappé, qui a abducté des êtres humains, et en même temps le décorum fait penser donc justement à la culture gothique qui est née justement dans le centre de l'Europe. On est vraiment dans le début d'une légende gothique, quoi, d'un conte gothique. Il y a un côté conte, hein, une espèce de princesse à délivrer. La princesse, t'as vu qui ressemble exactement à la danseuse que sa maman peint, la boîte à musique. Il y a quelque chose de l'ordre du prince aussi qui vient libérer de cette tour de princesse. La trajectoire du personnage est belle aussi. Je trouve la trajectoire du héros est vraiment belle. Oui, parce qu'on a un personnage qui est vraiment pas très sympathique au début du film. Insupportable. C'est vraiment le youpi américain de Wall Street. Enfin voilà, qui est très ambitieux. Qu'on n'a pas envie de croiser, qu'on n'a pas envie d'aimer, rien. Ça va lui ouvrir les yeux non pas seulement sur ce qui se passe dans cette cure thermale, l'enfermement qu'il va subir, ça va aussi lui ouvrir les yeux plus largement sur le monde dans lequel il est, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a en subliminal une parenté
parenté entre ce côté, donc héritage gothique, mais aussi héritage nazi, industriel nazi, délire industriel nazi avec ses grandes cuves, les voilà. chercheurs, Voilà. les hôpitaux. Il y a un côté camp de concentration, au bout d'un moment qu'on le veuille ou Exactement. non. Et on a l'impression qu'il fait un parallèle entre ça et le système capitaliste occidental dans lequel ce personnage évolue, comme si c'était une espèce de parenté directe entre ce qui s'est passé dans la vieille Europe au 19e et 20e siècle. Et En fait, on continue l'aliénation, d'hanter le en fait, monde, il fait un trait d'union entre l'aliénation de ce qui s'est passé en Europe, dans l'Europe nazie, et finalement, il le fait le parallèle avec l'Amérique d'aujourd'hui, quoi, où tout est dans la consommation et la loi de l'argent. C'est-à-dire le nouveau dieu étant l'argent. Voilà, et donc c'est ça qui est assez étonnant dans le film, c'est que tu commences par des visions, j'ai cité David Fincher pour parler de clippers, de gens qui viennent un peu de la même école que Verbinski, mais les premières images du film sont très fincheriennes, hein, ces images sur les buildings, cette photographie très glacée, très... Un peu dans les cyan, tu vois, Ouais. cette espèce de vert d'âtre, un peu vert d'eau. Ouais. Bon, effectivement, on n'est pas loin d'un Seven, enfin, tu vois, on Ouais. est vraiment dans cette esthétique-là, sauf que c'est pas crade, c'est très propre. Non, je pensais Contrairement... plus au côté Fincher, justement le côté Fincher chirurgical, tu vois, le Ah côté, oui, voilà, ouais, c'est ça. tu sais, un peu déshumanisé, chirurgical, plutôt The Game, tu vois. Ah C'est oui, oui, voilà, oui, un c'est ça. parallèle sur aussi un personnage qui ouvre les yeux sur le système dans lequel il évolue. Et c'est en ça que le film me plaît, parce que au départ, il vient, le héros, très antipathique, je suis d'accord. Il vient et il dit, je suis là que pour 3 heures. Finalement, il reste plusieurs jours. Et au fur et à mesure de ce voyage que lui fait dans cette cure, parce qu'il se retrouve prisonnier de la cure parce que sa voiture a un accident et que du coup, il est convalescent, c'est un peu bizarre. On sait pas comment arrive cet accident. Bref, il y a un côté mystique, mystérieux, fantastique autour de ça, avec le cerf et qui percute. On retrouve un peu, pardon, mais des parentés avec Le Cercle, où il y avait aussi les animaux qui interféraient un peu dans l'intrigue et qui montraient aussi l'état de panique, l'espèce L'état de d'instinct animal perturbé par un élément fantastique. Et on retrouve ça avec ce cerf, on se demande si ce cerf est pas embarqué par l'atmosphère fantastique qui règne autour du Surtout château. que le plan d'avant, c'est quand même la jeune femme, donc interprétée par Mia, elle s'appelle Anna, qui se tient debout en fait sur les remparts du château, dans la même position que son père dans sa mémoire, le père du héros qui allait se suicider. Et là, quelque part, quand il voit cette jeune fille et qu'il entend les sirènes et qu'il la voit sur cette espèce de rempart, dans cette position de quelqu'un qui va sauter, quoi, en fait, pour la première fois du film, là, il a un regard un peu interpellé, Ouais. et on sent qu'il se passe quelque chose. Nous, on le sait D'humain. pas encore. Voilà, Voilà. il s'humanise en vivant. Exactement. Et à ce moment-là, bam, t'as le cerf qui tombe du ciel, quoi, en gros, hein. J'ai l'impression qu'il tombe du ciel, j'ai plus exactement. Oui, il dévale. Dévale un truc et qui provoque cet accident. Et là, du coup, t'as ce truc de l'accident surnaturel quelque part, ou qui rejoint ton analyse de dire que finalement, c'est l'environnement. On se demande si c'est pas la sirène qui a provoqué ça pour qu'il reste, en fait. Tu vois, l'appel de cette jeune femme, finalement. Et j'adore aussi la présence des animaux qui revient quand même tout du long, en fait. Et t'as le parallèle entre les animaux, donc les anguilles, donc aquatiques, qui sont du coup le venin, hein, quelque part, le mal, quoi. Le serpent d'eau. Et les animaux terrestres qui souffrent parce qu'ils meurent tous. Et quand il va au milieu du film chercher un espèce de guérisseur et qui tombe dans le village, sur cette espèce de vétérinaire bizarroïde qui tient une vache qui est blessée et qui l'éventre pour abréger ses souffrances, et que là, de ses entrailles sort un petit veau qui est entouré d'anguilles. Et cette image, elle est dingue. Et elle m'a rappelé, bizarrement, et c'est là où je me suis dit, putain, la cohérence des choix, elle m'a rappelé, du coup, brutalement, la violence du chien andalou. Mais tu n'avais pas vu Le Cercle avant de voir ce film-là? T'avais pas vu le remake du Cercle de Gore Verbinski? Non. Parce que Le Cercle, je suppose que tu le sais, mais la vidéo, le film étrange qui se transmet comme un virus sur cette VHS, est inspiré d'un chien andalou, est inspiré aussi de films surréalistes. Il a aussi essayé de donner une version horrifique d'un essai surréaliste muet. C'est aussi un héritier indirect d'un chien andalou. Gore Verbinski, en faisant le remake du Cercle, a dû travailler aussi une matière expérimentale, noir et blanc, granuleuse, cauchemardesque et surréaliste, héritière du cinéma surréaliste de Luis Buñuel. Donc il y a cette force horrifique dans le film, hein. On est clairement dans un film d'horreur, hein. On est dans un thriller horrifique, on est clairement dans un film d'horreur, au-delà du côté, donc comme on pourrait dire, qui peut aller du côté de la SF, qui peut aller du côté du gothique, qui peut aller du côté tout simplement du thriller. Et il y a cette chose-là de toujours le sacrifice de la jeune femme, quoi. C'est terrible, ce truc, tu vois, qui est omniprésent. Et puis les communautés européennes vieillissantes sur lesquelles les Américains peuvent projeter des choses
fantasmer des choses. Voilà, fantasmer des choses assez angoissantes, assez terrifiantes. Cet héritage gothique, cet héritage païen de petites communautés païennes, ça crée aussi un décalage avec ce personnage qui est joué par Dane DeHaan. On n'a pas cité l'acteur principal. On retombe sur le côté film de vampire parce qu'il a ce côté anémique. Il est Oui, très totalement. pâle avec ses cernes. Et Donc, son sourire, et ses dents qui sont carnassières, qui sont ouais. terrifiantes et qui marchent vraiment bien dans le côté le banquier parfait qui est là pour te niquer, Ouais. on y croit. Enfin, je veux dire, au début du film, quand il est triqué dans son costard, bon, il a aucune sensualité, il a aucune virilité. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'androgénéité, quelque chose d'androgyne, hein, cet acteur, hein, en tout cas dans le film. Je trouve ça assez intéressant parce que quand il rencontre du coup le personnage donc de Mia Goth. Anna, voilà, de Mia Goth, en fait c'est très intéressant parce que déjà il y a quelque chose dans l'ordre des mâchoires, des dents qu'ils ont en commun, de quelque chose Ouais. de très carnassier, et il y a un côté frère et sœur qui Oui. apparaît Et elle presque aussi est très pâle, très anémique. Elle est aussi, Et oui, elle a un physique un peu chétive, maladif. chétive. Ils sont tous les deux un Même peu plus vieux. anorexiques, un peu. Ouais. Tu vois, on est dans quelque chose de l'ordre de presque asexué. Il y a un côté qui me faisait penser au Blade Runner parce qu'il y a un côté un peu répliquant chez les deux. C'est d'autant plus présent qu'ils sont entourés que de vieilles personnes avec des corps qui pendent, des corps nus, des rides. Ouais, en fait, ce sont tous les deux les enfants de deux sociétés qui sont dysfonctionnelles, qui sont prédatrices, et donc ce sont finalement les enfants malades Oui. de leur héritage. C'est ça qu'ils représentent. Ils sont tous les deux les enfants chétifs Et orphelin, puisque lui, il a perdu son père. exactement, et orphelins d'une société qui a dévoré leurs parents, elle aussi, sa mère. Ils sont les enfants de deux mondes qui ne pouvaient pas faire d'eux des individus gaillards parés pour la vie, enfin, tu vois, parce que ils sont vampirisés par le poids des précédentes générations, par le fonctionnement de ces sociétés, d'un côté, le capitalisme contemporain, et elle, une espèce de vieux délire monde. eugéniste qui veut continuer à survivre, et on a l'impression qu'on voyage dans le temps quand on arrive dans ce vieux château suisse. Moi, j'avais même oublié, en fait, dans les premières images, quand je vois les buildings et quand je vois un téléphone portable ou des objets de notre époque, un laptop, je dis, ah putain, Ouais. mais c'est vrai que c'est contemporain. J'ai l'impression qu'on allait arriver logiquement entre les deux guerres, les deux grandes guerres qui ont marqué l'Europe. Le film est réussi ce pari dingue que tu oublies, en fait. Ouais, ouais. Qu'à partir du moment, de toute façon, déjà, le fait que ça capte pas, bon, déjà, voilà. Et c'est fort parce que du coup, c'est vraiment le New-Yorkais financier qui débarque dans ce vieux monde gothique et qui peu à peu perd tous ses repères, puisqu'il n'a Ouais. aucun repère et qui va Ouais. devoir survivre dans un autre milieu qui est aussi requin que la finance, mais dans un autre milieu et qui va devoir réapprendre à utiliser sa force, son corps, à développer un instinct de survie, alors qu'en plus, au départ, on ne sent pas la vie en lui. Et c'est ça qui est fort, c'est que finalement, la cure fonctionne. Enfin, la moralité du film, pour moi, Parce que enfin, ça le revitalise. ça l'a revitalisé puisque ça Ouais. l'a reconnecté au désir de se sentir vivant et d'être en vie, alors qu'il arrive et qu'il est déjà mort. Lui, contrairement aux autres patients de cette cure, en fait, il arrive, il n'a rien à donner, il en a rien à lui prendre, il n'a rien en lui. Il est livide et il n'a aucun souffle de sympathie, aucun souffle de joie, aucun souffle émotionnel. Et d'ailleurs, l'un des personnages, attends, je l'avais noté, je pense quelque part, pour ceux qui écoutent, en fait, finalement, c'est le directeur de cette cure, donc qui est un peu le gourou, hein, le savant fou, en fait, le savant terrifiant, qui dit donc au héros, savez-vous quel est le remède à la condition humaine? La maladie. Car la maladie nous permet de retrouver l'espoir de guérir. Et Ah, c'est ça qui est fort. Parce que je trouve qu'au moment où il apparaît, à ce moment-là du film, le héros est déjà bien estourbi, il a un plâtre, il perd ses dents. Enfin bon, on est vraiment c'est la descente aux enfers. Et effectivement, à ce moment-là du film, quand le réalisateur fait dire au patron de la secte cette phrase, en fait, que la maladie, finalement, c'est le remède à la condition humaine, c'est hyper intéressant parce qu'à ce moment-là, le parallèle, il est clairement fait puisque le héros commence à avoir cette rage de vivre, il veut s'en sortir. C'est la déclaration d'enjeu, en fait. C'est la déclaration d'enjeu du film pour le personnage principal. Ouais. Et non seulement il veut s'en sortir, mais il naît chez lui, dans le film, un sentiment de générosité et d'altruisme parce qu'il veut emmener avec lui dans son échappée, et on rejoint la Godard avec l'échappée avec une femme, il veut emmener le personnage de Mia et il veut la sortir de ce monde parce qu'elle est prisonnière depuis sa naissance de cet endroit étrange dans les montagnes. Et donc non seulement il a envie de survivre, mais il a
a envie de partager avec quelqu'un cette échappée. Et donc, finalement, la cure fonctionne. Par contre, moi, je mets un petit bémol. On a parlé de Dane DeHaan et de Mia Goth. Alors, c'est vrai que Mia Goth, en plus, c'est vrai que c'est... Moi aussi, j'avais oublié que c'était elle, et c'est vrai qu'elle a Elle eu fait un... s'appeler, ouais. Après la trilogie de Ty West, X, Voilà, Pearl, Maxime, Maxime, je l'adorais. c'est vraiment une icône, maintenant devenue une icône du cinéma, avec ce physique très étrange, à la fois très juvénile et très doux, et en même temps qu'on se dégage quelque chose d'inquiétant. Et Inquiétant, d'hypersexuel, ouais, d'hypersensuel, et en même temps de disgracieux, et en même ouais. temps d'une beauté fatale. Enfin, il y a tout, elle est tout. Enfin, elle Voilà. mélange tout. En revanche, je trouve que le docteur Vollmer, donc le directeur de la cure, qui est joué par Jason Isaacs, j'ai un peu plus de mal avec cet acteur, qui a quand même une filmographie assez bien remplie dans divers types de films américains ou je crois qu'il est britannique, si je dis pas de bêtises. Jason Isaacs, ouais, c'est ça. Donc à la fois européen et américain. Je trouve qu'il manque un petit peu de charme. Il tient bien les méchants, Jason Isaacs, dans un film. Il a le physique pour ça. Il manque peut-être, tu sais, ce qui lui Un manque, peu de c'est qu'il est saveur, tu vois, pour côté un peu plus d'ambiguïté. Tu te méfies tout de un suite peu de trop ce à la James personnage. Bond. Et T'as- du coup, il est un peu trop caricatural. Tu l'identifies tout de suite comme une menace. J'aurais bien aimé un personnage qui est peut-être un peu plus savoureux ou un peu plus Un ambigu, peu un peu plus plus, ambigu. voilà, un peu Il y a plus une en ligne de nuance et un nuance. peu plus insaisissable. Je trouve que c'est un peu la faiblesse du film, c'est que il est l'antagoniste principal du film. Et il y a un autre bémol que j'adresse au film dans sa facture aussi, et là, c'est les effets spéciaux numériques. Je trouve qu'à la fin, tu vois, le final avec les flammes et avec le vrai visage de ce personnage qui apparaît, qui est très numérique, je trouve que ça fonctionne pas. Mais même pas d'ailleurs l'exécution, même le design du visage. En fait, Je ils ont suis, voulu en faire quand même le personnage lié à l'eau, donc lié à l'anguille, tu vois. En dessous, c'est ouais. visqueux comme une anguille. Bon, je m'en serais passé. Je trouve qu'on n'avait pas besoin de ça. Ouais, je trouve que c'est dommage. Mais en tout cas, s'il l'avait, j'aurais préféré quelque chose de plus perturbant exécuté par un maquilleur d'effets Peut-être plus spéciaux. organique et réel. Et là, je trouve que là, on retrouve les maquillages numériques des équipages dans Pirates des Caraïbes, quand on retrouve le savoir-faire d'équipe avec lequel a probablement travaillé Gore Oui. Verbinski sur ses présentes productions. On n'a pas besoin, il a atteint l'éternité. Alors oui, il voulait justifier tu sais, le plan où on voit plein de visages. En fait, il y a un beau plan comme ça, magnifique, d'ailleurs, qui est magnifique. Mais on pouvait avoir ce plan-là. Moi, ça m'allait très bien, d'ailleurs, sans avoir d'utilité précise. Hein. Malgré cette fin que je n'ai pas aimée de ce passage d'effets spéciaux, mon amour est resté... Ouais, après tu peux lui trouver une excuse via justement le conte, la formule du conte noir, et c'est le grand monstre qui se dévoile, et tu peux Oui. trouver ce côté presque naïf dans cette exécution, Ah bah là, c'est naïf. dans ce final, tu vois, avec le château en feu, tu peux te dire c'est un peu Ah, grandiloquent, moi, c'est un j'ai peu aimé le château en feu, j'ai hyperbolique en adoré. fait, mais tu peux te dire bah, c'est une convention de conte. Oui, et puis Voilà. c'est beau parce que la boucle est bouclée. On s'enfuit pas à cheval, mais on s'enfuit à bicyclette, mais tu vois, ça Ah, ça, reste voilà. j'adore. Non, mais ça, j'adore. Et puis aussi, surtout, ce qui est beau, c'est que, encore une fois, tout est dit au départ. C'est encore, comme je te dis, le film de Godard, c'est pareil. Tout est dit au départ. C'est-à-dire que quand il arrive, avant même d'arriver, le conducteur, donc le chauffeur, lui raconte sur le chemin l'histoire de ce château, du comte, de sa femme, finalement, comment ils ont tué sa femme et comment ils ont mis le feu à cette bâtisse, en fait. Et donc, quelque part, ce qui a été dans le mythe, en fait, de ce lieu mythique, sulfureux, étrange, angoissant, donc toutes ces légendes urbaines, finalement, à la fin, il Rejaillit, périt ouais. par le feu. Et ça, je trouve Ouais. ça beau. Bah, de toute façon, il y a des films qu'on aime aussi par leur maladresse et par leurs essais dans Pierrot le Fou, dans Un chien d'Alou. Il y a aussi des tentatives qui ne fonctionnent pas forcément, Et que C'est tu c'est ce que je te dis, ça va avec la liberté. La voilà. liberté a toujours une marge d'erreur et une marge de vulnérabilité parce que tu testes des choses et tu vas dans l'inconnu et tu mets des choses où des fois c'est pas forcément tester des choses qui n'ont pas été faites, mais c'est tester c'est comme dans la cuisine, tu mélanges des goûts, des saveurs où tu te dis oh putain, est-ce que finalement ça va aller là, je vais mélanger ça et ça, et peut-être que ça va être dégueulasse, tu vois, mais peut-être que comme tu as cet esprit de mélange et d'initiative, de recréer, de renouveler les choses, il y a des choses qui sont forcément fulgurantes dans un film d'1h30 ou d'1h40, et il y a des choses quand tu es dans cet esprit-là qui fonctionnent moins. Moi, c'est ce que j'ai envie qu'on retienne dans cette émission Bizarroïde et dans le choix de ces 3 films, c'est sanctifier en fait des réalisateurs qui prennent des risques et accepter que cette prise de risque entraîne obligatoirement aussi des maladresses, des faiblesses et des vulnérabilités. Ça fait partie de la prise de risque d'un réalisateur, en fait. Il peut pas afficher que des instants de génie. Le prix à payer pour le génie de certaines choses, c'est forcément la maladresse et le mauvais goût quelque part. Et y a-t-il du génie possible sans une part de mauvais goût? Je ne sais pas. I saw you before. You a patient here?
just you're so much younger than everyone else. Director Volmer says I'm a special case. What about you? Are you here for the cure? No. Actually, I was just leaving. No one ever leaves. Je te propose qu'on termine avec en parlant un peu de Scarlet Blue. C'est donc ton deuxième long métrage avec lequel tu es en train de faire la tournée des festivals en France et en Europe aussi plus largement. Surtout plutôt en Europe et à l'étranger qu'en France, parce que le film a été projeté que 2 fois en France. Hein. D'accord. Donc Scarlet Blue, comment on pourrait résumer Scarlet Blue Pour moi, il y a une parenté avec le thriller, en fait, une sorte de thriller psychanalytique façon Pas de printemps pour Marnie, d'une certaine façon, même si c'est pas un décalque direct, un exercice de style décalque de Hitchcock, comme peuvent s'amuser à faire certains cinéastes. Un personnage qui enquête comme dans un thriller, sauf qu'il enquête d'une certaine façon sur lui-même, sur sa propre histoire. Ce personnage féminin principal. Je sais pas si tu es d'accord avec cette définition sur la forme de Scarlet Blue, si on arrive vraiment à qualifier la forme du film. J'ai pas vu le film d'Hitchcock dont tu parles. Oui, c'est un thriller. Il y a toujours dans mon travail des teintes de thriller parce que j'adore, je pense, ce genre-là. Je dirais plutôt que c'est un film psychiatrique, quoi. Un film, c'est un film avant tout sur la schizophrénie. Donc moi, c'est vraiment ça. Ça a été le point de départ de l'écriture depuis la première page, en fait, que j'ai écrit. Le titre était apparu immédiatement, Bleu écarlate. C'était d'abord le titre français. Pour moi, c'est un drame psychiatrique et fantastique. On est vraiment là-dedans et on est effectivement dans une quête d'identité. Alors oui, ça passe par des éléments de thriller. Je pense que ce que j'avais surtout aussi envie de faire, c'est de mettre en scène des femmes, parce que c'est le cœur du film, ce sont les femmes, et des femmes qui ne sont pas dans la vingtaine, puisque moi j'ai évolué, je fais des films depuis une quinzaine d'années, et donc du coup, les personnages féminins évoluent avec moi, avec mon âge, je prends de la bouteille, donc j'ai envie de parler des femmes qui me ressemblent aussi, et donc on est dans cette quête identitaire d'une femme, donc le personnage principal qui s'appelle Alter, et qui subit une énorme dépression, et qui sort, quand le film démarre, elle sort d'une tentative de suicide, et comme ultime cri de vie et espoir, elle entame une thérapie étrange par l'hypnose, et elle va voir un guérisseur qui opère en fait dans un lieu étrange sous la terre, dans une grotte volcanique, et qui pratique une hypnose vraiment radicale puisqu'il lui injecte un étrange liquide bleu. Ce liquide-là la plonge dans une sorte d'inconscient qui la connecte en fait à son inconscient, à ses peurs et à ses fantasmes et à ses rêves. Et en fait, le point d'ancrage du film dès le début quand je l'ai écrit, c'est que j'ai vécu la schizophrénie à travers une de mes meilleures amies d'enfance. Donc j'ai vécu son passage à l'état de schizophrène, enfin quand la schizophrénie est arrivée, et tout ce que ça a impliqué. Et je voulais traiter de la schizophrénie de l'intérieur. Je voulais pas que les personnages et le public et les personnages comme le médecin soient spectateurs de la schizophrénie comme une maladie qu'on observe, comme si tu vas au zoo et que tu regardes le patient à travers les grilles d'un zoo. L'enjeu pour moi et le respect que je voulais, que je devais à la personne dont je parle, c'était vraiment de rentrer à l'intérieur de sa tête et à l'intérieur de l'expérience de la schizophrénie. Et donc c'était, je crois, l'enjeu vraiment du film et la partie la plus compliquée à l'écriture comme à la réalisation, de recréer le monde, les mondes et les personnalités du personnage d'Alter. Donc c'est-à-dire qu'à aucun moment on est, même quand elle est chez le médecin, dans un film normal on parlerait, voilà, je vois ça et je suis... Et non, on rentre dans sa tête et la caméra filme et le spectateur vit tous les mondes et toutes les peurs qui l'habitent et qui la hantent en fait. Et c'est aussi un film de fantôme aussi, parce que je suis omnibulée depuis tous mes courts-métrages, donc que tu n'as pas vu, et le premier long-métrage aussi, Fornacis, par la dualité, le côté sœur jumelle aussi, qui est une figure permanente dans mon travail, le double, et du coup, en fait, c'est aussi un film de fantôme, c'est-à-dire que finalement, pour traiter de la schizophrénie, j'ai aussi ouvert une porte sur le double et le fantôme, et du coup, ça c'est assez intéressant parce que ça permet dans le film d'avoir aussi cette teinte fantastique et cette teinte aussi de surréalisme et de surnaturel en permanence. Et le thriller, tu as raison, parce que finalement, au fur et à mesure de ces séances d'hypnose, en fait, Alter mène son enquête, mais c'est une enquête à l'intérieur d'elle-même, en fait, à l'intérieur de ses souvenirs, et elle ouvre des portes. C'est un film aussi sur les douleurs et le chaos
dans les familles générées par les blessures non dites, les tabous et tout ce qu'on cache. Donc c'est aussi un film sur ça. Donc c'est pour ça que je te disais que j'aimais les films qui étaient sur la recherche de la vérité et mon film est un film sur la recherche de la vérité. Ouais. Moi, je parlais de l'aspect thriller plus pour l'atmosphère du film, hein. Il y a un côté inquiétant, en fait. Tout le Tu temps vois dans ce que mon je veux dire? travail. Il y a une menace, il y a quelque chose qui pèse sur ce personnage et qui donne forcément une ambiance pesante, hein, tout simplement, de paranoïa, de la part Mais elle est paranoïaque. paranoïaque. Oui, Alter est oui. paranoïaque. Donc, comme elle est paranoïaque, puisqu'elle est tout le temps en train de, elle répète tout le temps qu'elle est seule, parce elle est schizophrène et qu'elle veut se rappeler qu'elle est seule, mais elle se sent observée et la caméra est une caméra paranoïaque. Ça a été un vrai travail à la mise en scène, puisque c'était vraiment une des lignes directrices pour mes cadres et notamment pour le Steadicam. Et la caméra ne se pose jamais. Et elle ne se pose jamais parce qu'elle est aussi le point de vue d'Alter avec son esprit qui est torturé, qui ressasse en boucle les choses, qui n'arrive pas à trouver la vérité, qui est dans une brume, en fait, qui est dans un cauchemar permanent. Et je voulais que les caméras et les lumières reflètent cette chose-là. Donc ça a été vraiment une construction mentale de la mise en scène. Le personnage d'Alter, en fait, est joué en permanence dans le film par 2 comédiennes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Oui. Parce que je voulais, pour atteindre la schizophrénie, on a 2 actrices. Donc Amélie Dore et Anne-Sophie Charon, qui interprètent en permanence un seul personnage, Alter. Et donc, il y a celle qui l'interprète dans la conscience, c'est-à-dire Amélie Dore qui joue le réel, quand elle arrive chez le psy, qu'elle parle à sa mère. Mais dès que ça vrille, dès qu'elle a sa dissociation mentale et la schizophrénie apparaît, le personnage est interprété par Anne-Sophie Charon. Donc elle se partage vraiment quasiment à 50-50 le personnage d'Alter, et c'était assez intéressant parce que l'une n'était pas forcément sur le plateau quand l'autre interprétait. Ouais. Et donc il y avait cette espèce de comment elle l'a joué. Alors elles avaient le scénario en entier, donc elles savaient ce qui se passait. Mais qu'est-ce que l'autre a joué? Comment elle l'a joué? Comment l'une rentre dans la peau de l'autre? Donc je fais un cinéma qui me ressemble, qui est extrême, qui est excessif, mais qui est un cinéma rempli de bienveillance et d'amour et de besoin de vérité et de besoin d'aller au cœur des choses sans jamais être dans la caricature et sans jamais être dans le mensonge, alors que tout le dispositif mis en place est très caricatural puisque j'utilise la lumière à fond, j'utilise pour moi toute la palette. Quand tu parlais tout à l'heure du film de Godard qui utilise tout, qui s'interdit rien, qui utilise la palette du dispositif cinéma, à savoir l'écart de la lumière, le make-up, le décor, j'utilise tout ça, la musique, le son, le montage, tout ça, je l'utilise, mais vraiment, je booste, tu sais, les curseurs à donf, quoi. On est à donf, quoi, parce que je suis comme ça, je peux pas être modérée, je sais pas ce que c'est la modération, tu vois. Je voulais raconter cette histoire-là, et l'histoire d'Alter qui souffre de ça. Et aussi l'histoire du secret, et aussi une histoire, finalement, d'amour mère-fille, parce qu'on est aussi là-dessus. Et sur le deuil, et sur le pardon. Parce que finalement, pour aller mieux, il faut réussir à se pardonner. Et je pense que l'être humain, peut-être la chose qu'on a le plus de mal à faire, c'est de réussir à se pardonner les actes qu'on a mal faits, les rendez-vous manqués pour lesquels on ne s'est pas battu, tout ce qu'on n'a pas pu dire aux gens qu'on aimait, qu'on aurait dû leur dire, et que c'est trop tard. Et on doit apprendre à vivre en se pardonnant nos erreurs et en se pardonnant de ne pas être l'être humain qu'on aurait voulu être enfant et qu'on voudrait être encore aujourd'hui, qu'on n'arrive pas, et de finalement arrêter de se juger, mais d'essayer de se pardonner pour avancer. On souhaite une longue vie au film, voilà, à travers les festivals. On peut espérer peut-être une sortie au moins VOD, support physique, peut-être J'aimerais énormément. dans un deuxième temps. J'aimerais énormément, si tu veux, le gros souci, et je suis contente parce que les journalistes, et les youtubeurs, les journalistes, enfin voilà, de par le monde d'ailleurs, les critiques de cinéma, j'ai j'ai la chance d'avoir beaucoup d'articles sur mon travail. À chaque fois, je remercie énormément. C'est pour ça que même quand tu m'as invitée, j'étais heureuse de ça, parce que moi, j'ai pas fait d'école, je suis autodidacte, je suis réunionnaise, je viens pas d'un milieu parisien de cinéma, même si je viens d'un milieu de la création, mais de l'art contemporain, c'est vraiment 2 mondes qui se communiquent pas, encore pire quand tu viens de La Réunion. Et si tu veux, je pense qu'aujourd'hui encore, je souffre de ne pas être dans ce monde-là, et on m'a pas intégré, on m'a pas tendu la main. Le milieu du cinéma français, et encore plus du cinéma de genre en France, est extrêmement fermé. C'est un miracle que j'ai réussi à faire mes 9 courts-métrages et mes 2 longs-métrages. C'est un miracle, honnêtement, de réussir à faire ce parcours en tant que cinéaste indépendant. J'ai été récompensée par les ministres pour le travail que je fais pour développer le cinéma fantastique à travers mon festival et pour mes films, pour le rayonnement en tant que réalisatrice que j'amène aux ultramarins, de montrer que le cinéma n'est pas qu'un cinéma autofocus français, parisien. Le cinéma français vient aussi des dom-toms, et aussi un cinéma qui n'est pas identitaire, tu sais, made in Islands, quoi. Tu vois, là, on est vraiment, moi, mon cinéma, il s'inscrit, je pense, dans la tradition du cinéma indépendant américain.
Tu vois, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'injustice et je pense que ça devient étrange. Et sans les festivals, honnêtement, j'aurais pas fait ce parcours de vie parce que c'est les festivals aujourd'hui, quand t'as pas de distrib, quand tu fais du cinéma guérilla, c'est les festivals qui te permettent et qui permettent aux journalistes et aux critiques des films. Et je remercie les journalistes et les critiques qui, eux, depuis le début, mais depuis mes premiers courts-métrages, j'ai des articles en disant attention, suivez cette fille. Il y a quelque chose de dingue depuis 15 ans, c'est-à-dire que j'ai énormément d'articles. Donc ça veut dire que les critiques, les gens qui aiment le cinéma, les fans de cinéma le voient. Bon, il est temps que les producteurs et les distributeurs fassent quelque chose, je pense, tu vois. Une grotte, un guérisseur. Vous ressentez chaque goutte d'eau dans votre ventre, dans votre cœur. 2 femmes. Non, 3 femmes. Avec un trou dans le ventre. Qui est la femme aux rouges à lèvres rouges? Un secret. Étouffant. Et cette rencontre, cet amour, bleu écarlate.